Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du hardware, votre émission high-tech du lundi qui reprend du service parce que oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été du lundi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été là tous ensemble. En fait, la semaine dernière, j'étais en vacances et en PLS parce que je suis vieux, j'étais souffrant. Ça arrive. Et Krakou était l'autre French journaliste qui a beaucoup voyagé dans le monde. Une femme dans chaque port, des présentations aux frais de la princesse, les voyages de presse grassement payés. Et du coup, ce soir, il va vous dire beaucoup de bien d'une carte graphique. c'est la finalité du plan, hein. Vous savez comment ça marche. Bon, je commence par dire n'importe quoi. En tout cas, voilà, le gros focus d'aujourd'hui, c'est en tout cas les nouvelles GeForce. On rigole, mais c'est quand même une énorme annonce. Elles arrivent, les GeForce 1080, 1070. Ce sera le plat de résistance de l'émission. Mais d'abord, je vais commencer par un petit tour de table quand même. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Ça va, Yamatal, le Stunfest? Ouais, ça va donc. Yamatal, pas d'énergie, ça la fête. Ah mais comment fait cet homme? Non, parce que voilà, Yamato a assuré le stream du Stunfest. T'étais là vendredi, samedi, dimanche. Ouais, donc t'as quand même pas mal bossé. T'as fait la teuf la nuit. Non, la nuit, j'ai mangé un kebab nul dans ma chambre d'hôtel avant de m'écrouler comme une merde sur mon matelas. D'accord. Voilà, c'était ça la soirée. Et en tout cas, voilà, Yamato qui, une fois de plus, revient d'attaque dès le lundi et il est bien courageux. Krakou, donc toi, voilà, les voyages de presse, les petits fours. Les voyages de presse, les victoires à Clash Royale, enfin voilà, tout me sourit en fait. Oui, parce que juste avant l'émission, Krakou écrasait un mec sur Clash Royale, mais tel un PGM de l'e-sport, quoi. Voilà. Vraiment, 1500 coupes. Voilà, il va falloir compter sur lui sur Clash Royale à l'avenir. Et Pentaru, alors que dire de Pentaru? Le Stunfest. Bah oui, la crêpe saucisse. Je l'ai même pas vu là-bas. Ouais. En même temps, j'ai pas vu. Je pense que j'ai pas vu 99% des victoires du Stunfest. Mais Pentaru n'a presque plus de voix, c'est parce que t'es allé faire la teuf au Stunfest dans les concerts et tout. Bah, me balader à poil au milieu de Rennes à 3h du matin, voilà, avec les afters, hein, c'est normal quoi. Voilà, avec Momoshi pour fêter le plus gros piffeur de l'histoire. Donc, cool. T'étais pour Tokido, toi? Moi, je suis Tokido. Ah bah oui, je suis team Tokido, voilà, ça c'était clair. Donc, tu es un petit peu salty. En tout cas, voilà, une émission qu'on va peut-être faire un peu plus longue sur la partie débat, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la 1080. Maintenant, on fait quand même un petit tour de l'actualité. Excellent jeu d'ailleurs, 1080 snowboarding. Hein. Oh les blagues. Non, ne commence pas ces blagues-là. On fait un petit tour de l'actu comme d'habitude. C'est le Jingle News. Et voilà, on aime ce jingle et on attaque. On va parler bien sûr carte graphique avec et PC aussi portable, avec VR. On parle de tout avec Krakou. De toute façon, tu es omniscient. Donc par quoi tu commences, mon cher Krakou? Je vais commencer par vous parler des GPU Nvidia. Ça c'est pas un secret, tu viens de le dire. On va en reparler beaucoup des GTX 1080. On va dire beaucoup de bien parce qu'on a touché et des éventuellement un de petit peu des GTX 1070. Donc les premières vont arriver. On a tous reçu fin mai. notre SLI 9080. Oui, si seulement. Oui, donc les 1080 qui vont arriver le 27 mai prochain, les 1070 vont arriver le 10 juin, si je fais pas de bêtises. 1080 et 1070, toi? Ouais, moi, je dis la GeForce 1080. Ouais, oui, ça me rappelle 1080 snowboarding, 1080p. Écoute, tu vois? Quoi qu'il en soit, maintenant, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de pouvoir les tester, on sait à peu près toutes ces cartes. Du coup, on commence un petit peu à s'intéresser à ce qui va venir. Ça fait 3 x 360. Hors sujet, vas-y, continue. Oui, donc je disais, comme les cartes sont révélées un petit peu tout leur mystère, on commence à s'intéresser à ce qui va venir après, notamment donc les trucs sont même pas arrivés. Notamment les 1060 par exemple, est-ce qu'il va aussi y avoir des déclinaisons en 1080 Ti? Et une question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que Nvidia va décliner son architecture Pascal sur les systèmes portables? Et là-dessus, Asus a teasé quelques images. News, en fait. C'est pas exactement pareil. Asus a teasé quelques images ce week-end, ou peut-être dans la matinée, j'ai pas bien regardé le timing de publication. Mais il a teasé quelques images concernant ces nouveaux portables gamers, sans doute des portables GXXX. Donc les premières images, voilà, on les voit là, on voit un plan serré sur le châssis. Entre autres, ces images montrent des benchmarks qui sont assez intéressants, puisque sous 3D Mark 11, la prochaine machine que Asus devrait donc présenter au Computex affiche pour l'instant un score P de 3D Mark 11 qui monte à 28 811. Donc à titre de comparaison, c'est à peu près le score d'une GTX Titan X.
et c'est un peu plus qu'une GTX 980 Ti. Donc on est sur des performances qui sont, ma foi, très très honnêtes, pour ne pas dire excellentes. Sachant que, bon, évidemment, on a ce type de gain, ce type de performance, parce que l'architecture Pascal offre pas mal de bonus en termes d'efficacité énergétique, mais on sait, enfin, en tout cas, Asus a plus ou moins précisé que ce portable en particulier serait un équivalent, ou en tout cas une évolution des GX 700 qu'ils avaient présenté dernièrement. C'est les portables water-coolés qui intègrent en fait une grosse station au dos. Alors moi, ça me fait penser à un truc. Il n'y a pas longtemps, tu nous montrais, ces derniers mois, tu nous en montrais pas mal de laptops très chers et très puissants parce qu'ils avaient des vrais 980 dedans. C'est ça. C'est-à-dire que le mec qui vient d'acheter ça, là, il y a des trucs qui arrivent qui vont détruire ça. Voilà, et qui vont. Enfin, tu vois, c'était. À la différence que c'est peut-être urgent d'attendre là, du coup. Les portables que j'avais présentés étaient des portables entièrement refroidis par air, par ventilation classique. Là, on parle d'un portable qui sera probablement water-coolé. Donc, il y aura derrière une station assez volumineuse, j'imagine, qui permettra de refroidir la carte graphique en water cooling. Du coup, effectivement, la carte affiche visiblement sur 3D Mark de grosses performances, mais c'est des performances sans doute parce qu'elle sera overclockée, sans doute parce qu'elle sera refroidie par un système un peu particulier. D'accord, ok. On enchaîne avec quoi, Krakow ? On enchaîne avec, ma foi, l'Oculus Rift et le HTC Vive. Oculus qui a débuté une petite guerre des plateformes, on dirait. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer le HTC Vive et l'Oculus Rift. En tout cas pour ceux qui nous écoutent, sans doute pas, parce qu'il aurait fallu acheter les deux et je pense que c'est un coût que beaucoup ne peuvent pas se permettre. C'est quand même le public du JDH. Une chose qu'on remarque assez vite quand on essaye les deux, c'est les problèmes d'interopérabilité entre les deux plateformes. C'est-à-dire que quand on essaye un Vive, quand on essaye un Oculus sur une plateforme SteamVR typiquement, on a de temps en temps des petits soucis parce que la plateforme de Oculus reprend la main en fait sur le casque et vous fait sortir du jeu, ça m'est arrivé de temps en temps. Et à l'inverse, quand on essaye un Vive sur la plateforme Oculus, ça ne marche tout simplement pas puisque le casque n'est pas supporté officiellement. À ceci, je rajouterai une petite exception. Ça ne marche pas officiellement, mais officieusement, il y a une équipe de développeurs qui ont développé un hack, tout simplement, qui a été baptisé Revive, et qui permet en fait de faire passer un casque HTC Vive pour un Oculus aux yeux du système. Ce qui permet du coup d'utiliser un Vive sur le store Oculus. Problème, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que Oculus en fait est en train de se battre pour limiter ou en tout cas essayer de faire disparaître ce type de hack. Notamment, ils ont mis à jour leur plateforme la semaine dernière et suite à cette mise à jour, tout le système qui avait été mis en place par Revive a été bloqué. Non, mais apparemment, ils ont déjà trouvé la solution. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire. Bon, le Revive a visiblement pas mis longtemps à trouver une solution, sachant que pour l'instant, leur solution est partielle, d'après ce que j'ai pu lire sur Reddit. Ça concernerait que certains moteurs et pas d'autres. Donc, ils attendent pour le nouveau hack est disponible, mais il n'est pas fonctionnel sur tous les jeux. Quoi qu'il en soit, ce qui est amusant, c'est que jusqu'ici, l'équipe de Revive, en fait, s'était attelée à essayer de faire fonctionner le Vive sur la plateforme Oculus sans toucher à tout le système de DRM qu'il y avait derrière, c'est-à-dire sans ouvrir la porte, en gros, au piratage. Problème, avec la dernière mise à jour de la plateforme, ils n'ont pas eu d'autre solution que de hacker en fait l'ensemble du système. Du coup, avec la nouvelle mise à jour de Revive, on ouvre peu à peu la porte au piratage, ce qui est en fait complètement l'inverse de ce que souhaitait à la base Oculus en fermant un peu plus sa plateforme. Pourtant, c'est assez paradoxal. Il paraît que Palmer Luckey l'avait dit il y a quelques temps. Exactement. Et du coup, Palmer Luckey se fait rappeler ces bons mots, des mots qu'il avait prononcés, je crois, il y a quelques mois, en décembre dernier, il me semble, où il expliquait notamment qu'il voulait, pour l'Oculus, une plateforme ouverte au modding, par exemple. Il voulait une plateforme ouverte aux autres casques.
Et visiblement aux autres casques, mais pas forcément au Vive, quoi. Donc c'est pour ça que je disais en introduction de cette actualité qu'il y a une petite guerre des plateformes. Oui, mais je pense que le marché qui est en train de se jouer, sachant que pour l'instant c'est une guerre à sens unique, parce que Steam VR de son côté est plutôt ouvert. Oui, mais c'est débile de vouloir fermer les systèmes alors que le marché est tellement minuscule que c'est pas installé. Tu dois d'abord l'ouvrir en maximum et une fois que t'es gros, tu verrouilles. Et c'est d'autant plus dommage parce que pour le moment c'est Oculus qui en pâtit le plus finalement. Donc c'est une très mauvaise stratégie à mon avis. C'est un peu dommage. Ok, eh bien, merci Krakou. On va enchaîner avec. Eh ben non, je vois Pentaro qui me regarde là, qui espère. Non, c'était juste pour dire qu'il faut qu'il fasse comme Tesla. Tesla, en fait, pour propulser, pour motiver le marché des voitures électriques, ont ouvert tous leurs brevets. Et donc, ils devraient faire comme ça en fait. S'ils veulent développer la techno, comme tu dis, il faut qu'ils ouvrent les brevets, qu'ils motivent les gens à le faire. Pour s'installer sur le marché. Pour s'installer sur le marché, voilà. Et si tu crois en ta techno, t'as pas peur de la concurrence, au contraire, quoi. Ouais, et là, c'est très bizarre du coup cette stratégie. d'Oculus. On va continuer avec Yamatel qui avait une news assez proche sur les laptops. Du coup, effectivement, donc ils avaient annoncé un PC machin chose, plus puissant qu'une GTX, une Titan X, tout ça. C'est bien beau, mais également apparemment, alors il y a une rumeur comme quoi, quand tu regardes en fait dans les tags de la news sur le PC de la plus puissante que Titan X, il y a un tag qui s'appelle 24 pouces laptop, 24 inches laptop. Donc est-ce que pour avoir un PC plus portable qu'une GTX Titan X, il faudrait un PC portable plus puissant de 24 pouces 24 pouces. 24 pouces. Mais on parle aujourd'hui, c'est quoi le max pour un laptop, Krakou, toi qui en testes à la pelle? C'est 18 pouces. Et c'est très rare. Il y a Alienware qui en fait ça. Et est-ce que alors là, Yamato nous parle de PC. Non, il y a MSI qui en fait aussi un modèle. Yamato nous parle de PC peut-être 24 pouces. Là, tu nous parlais avant de cartes graphiques de plus en plus puissantes, refroidissement, etc. Alors bien sûr, tu te trimbales un truc, c'est plus vraiment portable, c'est une valise quoi. Fixe, en fait. Mais est-ce que ce serait pas mieux du coup pour refroidir une telle carte graphique et aussi pour profiter des écrans 4K qui commencent à arriver sur laptop? On dit souvent ça sert à rien. Si tu as un laptop de 24 pouces, oui, l'écran 4K, il va t'apporter vraiment un meilleur confort visuel, donc pourquoi pas? Enfin, moi, je trouve ça pas si con. 4K sur 24 pouces, ça reste beaucoup de pixels pour une diagonale qui est finalement assez restreinte. Oh, tu fais ton ancien. Non, mais Krakou. Ça m'impressionne pas. Non, mais quand même, tu vois, 24 pouces, ça devient une taille raisonnable, quoi. Par ailleurs, on est sur des... Enfin, si j'en crois les chiffres, le chiffre de benchmark qui a été délivré, on est sur des performances autour de la 980 Ti. Or, aujourd'hui, la 980 Ti, en 4K, ça reste une carte qui a du mal. Oui. Elle peut faire tourner des jeux en 4K, mais il faut faire un bon paquet de compromis. Donc en tout cas, vous n'êtes pas très chaud, quoi, les PC 24 pouces. Au-delà de l'aspect puissance, à la rigueur, dans le monde professionnel, tu vois, des stations de travail, de PAO, on a bien eu l'iPad Pro. C'était aussi choquant, tu vois, d'avoir une tablette d'un coup encore plus grande. Et tu vois, bon, ils en ont pas vendu des masses. Moi, je vois bien un truc professionnel, genre t'as besoin d'emmener dans une station de montage vidéo assez rapidement quelque part, ou un truc pour faire du Photoshop ou créative, tout ça à distance. Bon, tu mets ça dans ta valise à la rigueur, mais dans ta valise. Enfin, les portables 18 pouces, c'est déjà un marché de niche. Alors 24 pouces, ça va être du niche de niche, je sais pas qui va l'acheter. Enfin, ça me paraît bizarre comme... C'est une table basse en fait. tu ouvres ta table basse. J'imagine le mec surtout qui sort son 24 pouces dans le train ou l'avion, tu sais. C'est genre, il prend les deux sièges en même temps. Désolé, je prends le deuxième siège à côté, c'est juste pour mon 24 pouces. Bah après, ça pourrait peut-être plaire aux Américains. Ah attends, il y a un petit Nick Trunk sur le chat. 2 secondes, je Théo et je reviens. Non mais je te parle pas Théo, Théo c'est notre ingé son. Je Théo sur le chat et on retourne direct. On avait une petite news Yamatel encore. C'est plutôt une grosse news là. Oui. C'est Google qui a dévoilé au Google I.O. Son projet de smartphone modulaire. Le projet Ara, qui a un petit peu évolué, qui a été un peu revu à la baisse, parce qu'à la base, en fait, Google voulait qu'on puisse absolument swapper tous les composants, processeurs, mémoire et compagnie. Finalement, après des études de marché, et moi je pense parce que peut-être aussi un petit coup de pression des lobbies qui disaient que fallait pas déconner, il faut quand même changer le téléphone de temps en temps, le processeur, la mémoire, en fait, tous les composants de base pour faire tourner le smartphone seront fixes. Donc tu as un pros, de la RAM, un écran, et ensuite tu as des emplacements pour des modules supplémentaires.
Et apparemment, il y a des commandes vocales pour le faire se déboîter en disant ah vas-y, déboîte le module photo, paf, le truc il sort. Oh, il lui-même. s'éjecte. Ah, mais c'est un Transformers. Ouais, voilà. C'est stylé. Et du coup, effectivement, on pourrait imaginer une enceinte de meilleure qualité, un détecteur de glucose dans le sang pour les diabétiques aussi, un truc pour analyser la teneur en alcool, de ton nombre de grammes d'alcool que tu as dans le sang. Des trucs un peu plus basiques, comme un mini-écran à base d'encre électronique pour t'afficher les messages et ainsi complètement mettre l'écran en veille pour économiser la batterie, de la batterie supplémentaire, de la mémoire supplémentaire, un meilleur appareil photo, enfin bref, les possibilités sont infinies. Apparemment le truc fonctionne maintenant, au début ils avaient beaucoup de mal avec les prototypes, mais là apparemment le truc il est vraiment dans les starting blocks. Alors, vous y croyez à ce genre d'approche? Moi, Parce je suis que grave si chaud. je dis pas de bêtises, je crois que LG va déjà dans ce sens-là Ouais, avec mais son le G5 c'est un des petit modules peu. de hipster super Un petit peu. chers, Non mais tu vois, en gros, là Google va plus loin. Mais c'est quand même un peu l'idée. Donc, est-ce que ça va être une tendance pour les smartphones ou est-ce que ça va être une mode? Ils vont en faire deux, ça va pas marcher. Et on n'entendra plus parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis méga chaud parce que j'aime bien l'idée d'avoir un truc modulable par rapport à ton besoin. Toi, t'aimes tout modder aussi. Hein, Aussi, voilà, c'est mon côté bricolage qui parle clairement. Et puis, il peut y avoir des modules effectivement super utiles. Hein, le truc pour les diabétiques, par exemple. Pour moi, c'est révolutionnaire. Hein. Pour toi? Bah, T'as ouais. diabète Non, à mon humble avis, D'accord. pardon. C'est des trucs qui sont vraiment révolutionnaires. Tu peux t'acheter un petit module pour ça, tout. C'est génial, quoi. Ok. Pentaru qui est très technophile aussi et gadgetophile, toi, ça te paraît, moi, secondaire, intéressant comme voie explorée? Technologiquement, je trouve ça super intéressant. Après, niveau marketing et niveau market, je sais pas si les gens vont se précipiter dessus parce que les gens sont maintenant en mode no-brain avec les smartphones, quoi. C'est plus, je prends le truc, j'utilise et je me pose pas de questions. Après, moi qui adore prendre des photos avec mon smartphone, Quand bien même il serait tu vois, modulable. ce qui peut m'intéresser, c'est si par exemple il y a des vrais objectifs, enfin des vraies objectifs de qualité qu'on peut upgrade. Ouais, voilà. Moi, à mon humble Tu vois, niveau, après, si je ça peux faire oui. des Instagram encore plus fins, ça me va très bien aussi. Hein. Et Instagram est à jour sous Windows Phone en ce moment. C'est un truc de ouf. Ah, mais c'est vrai que t'es team Windows Phone. Non, laissez-moi tranquille. J'avais Ne me oublié. jugez pas. J'avais oublié ce détail. Bon, on va terminer avec Pentalu. Alors, qu'est-ce que tu nous as retenu comme actu? Alors, justement, comme on parle téléphone, en fait, il y a Nokia qui se relance dans les tablettes et les téléphones. Bah alors, l'absence de Nokia n'aura pas été si longue, finalement. Bah non, en fait, Qu'est-ce qui s'est... Récapitule-nous un peu l'histoire, parce que c'est dur de suivre. C'est assez simple et compliqué en même temps. Microsoft, en fait, donc Nokia perd des parts de marché dans la téléphonie. Ils décident d'arrêter en fait la téléphonie, enfin les smartphones et les tablettes. Mais Nokia, c'était Microsoft. Non mais avant, je parle. Avant, ok. L'origine, donc Nokia dans les années 90 a explosé le marché des smartphones. Voilà, c'était le leader incontesté, etc. Ils ont, enfin des téléphones, ils ont raté complètement le coche sur smartphone et ils se sont fait racheter par Microsoft. Donc qui a racheté aussi la marque Lumia. C'est pour ça qu'au début les Windows Phone c'était des Lumia. Sauf que Microsoft avait le droit d'utiliser la marque Lumia que pendant 2 ans. Donc là ils n'ont plus le droit de faire des Lumia. Mais ils font des Windows Phone, d'accord? Et donc là, Nokia maintenant se relance dans la bagarre des tablettes et des smartphones avec potentiellement la marque Lumia. Et en même temps, ils se mettent en collaboration avec un gros fabricant chinois pour faire leur téléphone. Donc en gros, Microsoft a acheté des visions smartphones de Nokia pour des milliards de dollars, tu vois, et sachant qu'ils n'ont pas racheté tous les brevets en plus. Enfin bref, en gros, Microsoft s'est bien fait, voilà, niquer, faut le Comme dire. quand ils ont racheté Rare. Exactement, comme quand ils ont racheté Rare. C'est un peu ça. Et là, Nokia est en train de dire, bah écoutez les gars, en plus vous avez plus le droit d'utiliser le nom Lumia, donc nous on va faire des Lumia Phone, ça se trouve, voilà, avec un partenaire chinois. D'accord, ok, bon, c'était intéressant. de Waouh, suivre ça. magnifique, Ouais. grosse qualité d'image. Ouais, ça, gros, c'est- Ah oui, gros c'est... viol. alors ça, c'est moi qui ai choisi l'image. Connecting People. Oh là 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 là. Belle Le illustration, fameux n'est-ce Nokia pas? Connecting People, c'est ça. Donc Oui. C'était pour faire vintage, voilà. voilà, donc ça c'est bon, c'est rigolo. Moi, je suis curieux de voir ce que va sortir Nokia justement, parce que là maintenant qu'ils sont libérés de la mise de la prise de contrôle par Microsoft. Libéré, délivré. Exactement, libéré, délivré, on va bien voir. Bref. Donc, Ok, la curieux. suite. La suite, en fait, c'est Google. Est-ce que c'est ce dont tu m'as parlé dans la voiture hier soir à 3h du matin, là, avec tes grandes théories avec la reconnaissance faciale et tout. C'est ça? Bah non, tu m'as dit qu'on ferait Ah, un c'est pas spécial. ça, évidemment. non, parce que le Pétard, chat, il a des le chat théories se de plaint ouf, du quoi. son. Le son de grésille, le chat se apparemment. plaint du Ah bon son. Ah non, on a encore un micro pourri. C'est lequel? C'est le mien ou pas? Bon, continue, Bon, on va bref. voir. Non, non, parce que ça, ce dont on a parlé dans la voiture hier soir, tu as dit qu'on ferait une spéciale JDH cyberfourreur. C'est ce que tu as dit. Oh là là. Ouais, il était tard. Ah oui, mais tu l'as dit. Bon, Donc, Il était tard, il avait bu un on vous fera coca. peut-être une rubrique spéciale cyberfourreur. cyberfourreur Voilà. Donc, dans et là, je pourrais quelques étaler toutes semaines. mes théories fabuleuses.
Voilà, de ce que j'ai vu ensuite. On a développé avec Mentaro des théories assez folles dans le domaine du cyberfourrage, liées à la technologie bien sûr. Ouais, et notamment au facial d'ailleurs. Et Krakou, si on connaît un rayon, donc, il pourra participer aussi. Voilà. Bref, non, là en fait, je voulais parler, c'était que donc il y a Google qui a lancé en fait son assistant personnel domestique qui s'appelle Home. Voilà, exactement. C'est Pas donc le PlayStation Home. Hein. Voilà, donc je vous avais parlé en fait d'Amazon Echo qui avait sorti donc son assistant personnel. Et ben là en fait Google se lance dans la bataille avec Home. C'est exactement le même concept. Hein. Donc on a en fait l'IA Google Now qu'on a tous dans les téléphones Android, donc qui est personnifié dans cet objet. Donc à qui tu peux discuter. T'as l'air surpris? Discuter. Oui, non mais ça c'est juste sceptique quoi. Ah, discuter. Voilà. En fait, c'est la nouveauté, c'est qu'apparemment tu peux discuter avec lui, c'est-à-dire que tu peux lui poser une question, il va te répondre et tu peux lui poser une question sur ce qu'il t'a répondu. Et donc voilà, tu peux enchaîner la conversation. Exactement, tu peux enchaîner la conversation et tu peux bien sûr aussi piloter tous les éléments domotiques. Donc tu peux piloter, tu peux lui dire tiens. Allume-moi le four et mets-le à 180 degrés. Tiens, allume-moi la télé sur telle chaîne. Tiens, éteins-moi les lumières quand je sortirai, genre de choses. Si je dis par exemple Google Home, allume ma barre de son et balance-moi un Nicki Minaj. En MP3, il pourra te le balancer sans problème. Un peu comme moi quand je gère mes enfants en fait. C'est un peu ça. Mais donc c'est pas discuter, enfin, c'est la maison connectée, c'est l'évolution de la maison connectée. Ils veulent vraiment amener cette partie conversationnelle maintenant dans Google Home. Et ce qui ferait une vraie différence d'ailleurs avec Echo, hein, parce que Echo n'a pas cette partie-là. Et on sait que Google est complètement fan de l'intelligence artificielle et investit des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment pour apporter ça. Vous vous souvenez des vidéos des robots terrorisants? D'ailleurs, on en a pas reparlé, mais après ils ont annulé ça. Ouais. Et ça a tellement fait peur aux gens de voir ces ça c'est cyborgs, différent. Ça c'est aussi parce que que les humains sont assez cons pour vouloir humaniser n'importe où et n'importe quoi. Donc voilà, un robot c'est un putain de robot. Donc tu le pousses, c'est pour montrer à quel point il se rattrapait technologiquement, c'était impressionnant. Dans 8000 ans, quand les robots auront pris le contrôle de la planète, ils montreront là ce que tu viens de dire aux petits-enfants robots. En disant, regardez, on avait raison, ces connards d'humains, on avait raison, je te jure, ça va arriver. Ils ont bien voilà, ça c'est dit, c'est dans Twitch, les ordinateurs enregistrent et ils oublient pas. Voilà, exactement. Donc voilà, bravo Pentaro. Donc l'intelligence artificielle arrive dans les maisons, voilà, le T1000 sous sa première forme, et ben voilà, vous l'avez sous les yeux. C'est le Google Home. D'accord, bon, ça vous botte, Yamato. Krakou, parlez à ton salon, fais-moi cuire un œuf, non? On s'en fout. Ah ouais. Est-ce que quand tu lui demandes Nick Trunks, qu'est-ce qui se passe? Et bah hop, il s'auto-panne, il t'éteint la lumière, voilà. Il te coupe le courant. En fait, il te Théo IRL, tu vois, bam. Il te coupe le courant. La petite décharge à 220, bien indé dans le plafond ou dans le sol, et bam. Et bah, on est un petit peu en avance. Google, Nick Trunks. On est un petit peu en avance, mais c'est plutôt cool parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les GeForce. Donc on va marquer une toute petite pause maintenant de quelques minutes. On va essayer de régler cette histoire de micro. Il y a un problème de son, Yamato, je crois. Je sais pas si c'est Yamato ou nous, mais on va voir ça pendant la pause. Et on revient dans 3 minutes pour parler des GeForce 1080 et 1070. Ah, on fait les tests? J'en sais pas, c'est comme tu veux. Mais je suis complètement... Non, mais si, le débat, c'est au milieu de l'émission. C'est normal. Ah bon? C'est quand il y a un invité. Parce qu'on avait changé. C'est quand il y a un invité qu'on inverse pour que machin puisse... Vous voyez comment on gagne la montre? C'est la cuisine interne. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. De retour dans l'émission en direct et avec un son nickel, j'espère, pour parler... Et ben voilà, de la nouvelle GeForce, des nouvelles... Oh là là. Oh, c'est trop sexe. Non mais je c'est pour moi en fait. Et là on la casse en deux. Faut que j'utilise après. Ouais, non mais j'en ai encore besoin. Donc bien sûr, ce n'est pas un débat, on va quand même vous balancer le jingle débat et je vais vous transformer ça en débat parce que je suis un grand journaliste. Voilà, Sully, jingle débat. Et voilà, et donc le débat de la semaine, mon cher Krakou, je te laisse. N'est-ce pas? C'est dois-je acheter la nouvelle GeForce 1080, Krakou? Tu peux l'acheter, oui, j'ai peur. Je te jure, j'ai trop peur. Ça va? Si tu l'as fait tomber, je te tue. Et la passe. Moi, je te finis. Krakou, la question est super simple. Voilà, dois-je acheter? Moi qui ai une Titan Z, Pentaro qui avait jusqu'à pas longtemps un SLI 980 Ti. Avec nos petites cartes graphiques, maintenant, est-ce qu'on est largué? Est-ce qu'on est vieux jeu? La réponse n'est jamais aussi simple sur une question. Moi, je veux une réponse. Tu es le responsable hardware de jeuxvideo.com. Si je devais résumer la chose, en gros, elle offre vraiment un gap de performance par rapport à la génération précédente. Ça, c'est la première chose. Oui, encore heureux. Une nouvelle carte graphique qui sort, il y a un gap. Non, elle offre... Enfin, d'une manière générale... Grosse analyse, gros level, excellent journaliste. Voilà.
Parce que Trunks a dit ouais, si elle est nouvelle, c'est forcément mieux. Bah oui. Attends. Je me fie totalement En règle à générale, l'analyse éclairée de si on cet homme. compare à gamme égale, c'est-à-dire une 580, une 680, une 680, une 780 et ainsi de suite, on tourne d'une génération à une autre, en gros, avec 20 à 30% de gains de performance. C'est ce qu'on a eu en général sur les différentes générations qui se sont succédées. Là, entre la 980 et la 1080, on a 50 à 60%. Donc il y a un gap qui est quand même assez important. Ah, tu parles pas de la TI, tu parles de la Non, 980 je parle de la 980 et la 1080, et de pas la 1080. l'intermédiaire. Non, c'est-à-dire deux gammes qui se valent. Pour l'instant, on va me rétorquer qu'au niveau prix, elles se valent pas. Mais de toute façon, les prix vont finir par s'équilibrer quand le reste de la gamme J'avoue, 1080 va sortir. 50% c'est chaud. C'est-à-dire que là, ce que 50 tu dis, à 60%. Hein, ce que tu dis, c'est que cette carte-là, donc la 1080, est aussi puissante qu'un SLI de 980. Alors c'est pareil, moi j'ai du mal à les comparer avec des systèmes SLI, tout simplement parce que les systèmes SLI fonctionnent très bien dans des cadres sur la table, Pintaro. dans des cadres Tu vas partir avec, de je suis benchmark, par exemple, sur 3D Mark, sur n'importe quoi, sur une Igine, oui. Les SLI, ça marche très bien. Le problème, c'est que quand tu les mets en jeu, c'est extrêmement variable. Et mon expérience des 6 derniers mois sur des jeux comme Fallout 4, comme Far Cry Primal, comme The Division, les SLI, ça donne des performances dégueulasses, ou en tout cas les premières semaines après la sortie du jeu. Pintaro pourra Du coup, vous en parler. effectivement, c'est difficile de dire. Le SLI, c'est de l'arnaque. Une 1080, ce sera meilleur qu'un SLI de 980. En pratique, ce sera souvent meilleur, mais parce que le système SLI en lui-même est défaillant. Donc, Le système SLI est défaillant. c'est parce qu'il est mal supporté par les jeux, tout simplement. Tu veux dire que j'ai acheté une Titan Z et qu'en fait. C'est trop cher de tirer parti de ce truc-là, non, en fait. Je me suis fait baiser. C'est pas rentable parce que le nombre d'utilisateurs de SLI est tellement infime que, au final, pourquoi est-ce que tu donnerais du temps et de l'argent pour optimiser ton jeu pour des marginaux, au final? Des marginaux. C'est des marginaux, les Des utilisateurs. marginaux. Après, J'ai un SLI, je suis un marginal. oui. Pintaro Après, était jusqu'à très pour récemment revenir- un pour revenir à marginal. Pentaro, il a eu 3 980 Ti. Le mec, il a fait un tri SLI. Tri Ah, c'était SLI. pour le Ça, boulot, ça- je les ai plus, c'était donc pour je suis le comme boulot. un con maintenant. Ça sert tellement à rien. Enfin bref, pour Ah si, revenir pour le après, boulot, ça sert. oui, dans des cadres particuliers, voilà, des benchmarks ou des applications spécifiques pour le boulot. Bref, pour revenir à ta question de départ, est-ce qu'on doit acheter la 1080 avec le gap de performance qu'elle offre? Si on a une 980 Ti aujourd'hui, donc là je parlais de la 980 en disant elle fait plus soit 50 à 60% de performance supplémentaire. Par rapport à la 980 Ti, elle donne plus 20 à plus 30%. Donc si on a une 980 Ti, globalement, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Notamment parce Tout que dépend de la résolution à laquelle tu joues. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que si tu joues en Full HD, la 980 Ti est définition. largement suffisante. Par contre, si tu joues en 2K ou en 4K, pour le coup, là, il faut passer à la 1080 parce que la 980 il n'assume pas. Vous avez entendu La ce qu'a dit 4K, Pentaro? on y Il va pas. faut passer à la 1080. Ça y est, Non, voilà. mais Je non, sais non, c'est pas. ça. Ah non, non, ça, c'est c'est la CB en bien gardée fonction qui de la parle. résolution à laquelle vous jouez. Je me ferai La pas. définition. On va juste couper. Je vais passer à niquer là. Jingle Non, non, Nvidia. non, Il non, faut moi, passer parce à que la j'ai- 1080. La 1080, c'est juste. il a pas tout à fait tort. C'est-à-dire Ah que oh putain, Oh faut là la là. noter celle-là Oh aussi. là là, attention, Non, ça se ligue contre moi. Ok, bon, non, allez-y, c'est vrai, je vous attends. il n'a pas tout à fait tort. Typiquement, la 980 Ti, c'est une carte en 4K qui était limite en matière de performance. C'est-à-dire que sur les gros jeux... Limite. Les La gros, 980 sur les gros Ti, jeux c'est tri- limite. Non, ah oui, en 4K, 4K, oui. c'est limite, oui, Oui, bien oui. sûr. T'as pas 30 tu peux FPS jouer en en 4K, ultra, hein. mais tu Tu fais es des obligé de faire concessions, des quoi. compromis graphiques importants. La grosse différence avec la 1080, c'est que ces compromis qui étaient auparavant importants deviennent minimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux atteindre le 60 FPS en 4K avec une 1080, avec un minimum de compromis graphiques. Et je l'ai testé, voilà, c'est des tests que j'ai fait pour bench vous montrer un indé. petit peu. Là, je suis en 4K sur The Witcher 3. Ouais, donc avec- la journée de Krakou, c'était de jouer à J'ai- Witcher j'ai- en 4K. Et de faire oui, c'est pas mal. J'ai Print screen. pas tous les paramètres en extrême, j'en ai enlevé quelques-uns qui étaient un peu gourmands, je les ai mis en élevé, mais voilà, on a un rendu tout à fait honnête avec même un rendu même de premier ordre, j'aurais tendance à dire, avec des FPS. Alors c'est en 4K du coup le petit logo, le petit chiffre donné par Fraps qu'on voit en haut à gauche ne se voit pas très bien. Ah, gros, mais allez, en gros, un on petit est big up en- à la réa qui va nous faire un petit zoom des familles. Voilà. T'es gros gros level. Putain, le GG. level. Spielberg. En gros, on tourne autour de 55-60 FPS. J'étais à 60 FPS sur The Witcher En en 4K. moyenne. Là, j'étais plutôt à 55 sur Far Cry Primal et j'étais en 4K. Ça, il me la Alors, faut. ah, Il me la faut. overclocké ou pas overclocké?
Overclocké ou Ah non, pas overclocké. overclocké. C'est ça qu'il faut préciser. En C'est précisant que Donc il y a un potentiel de moi, dingue. ce que j'ai testé, c'est la version Founders Edition, donc non overclocké, là, ce qu'on appelait auparavant la version de référence C'est d'NVIDIA. quand même dingue, les mecs, ils arrivent à te Sachant que ils arrivent à te Dans t'arnaquer. dans le commerce, vous allez avoir des cartes customisées par Asus, par MSI, par Gigabyte, par Zotac, et que ces cartes, évidemment, seront toutes overclockées. Non mais Du Krakou, coup, parlons-en. sur ces chiffres que je vous montre, qui passaient là à l'écran, vous aurez sans doute 10 à 15% de performance en plus. On peut les revoir les chiffres là. C'était quoi? C'était les bench versus les autres cartes Nvidia. Alors ceux-là après, je sais pas, non, je crois que j'ai pas regardé l'écran, donc je sais pas si les benchmarks sont passés. Est-ce qu'on Voilà, peut, bon, c'était les images là. Là, c'était À partir du Fraps. moment où avec une carte stock, on est à 55 FPS. Ouais. Moi, il y a un truc. Sur The Witcher 3, on monte à 60 sans problème avec une carte Il y a un overclockée. truc qui est très important avec ces cartes-là, les 1080, justement, c'est que tu as parlé de Founders Edition. On va en reparler, ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais T'as dit voilà, qu'il y a- alors, moi, je pense Qu'est-ce que c'est la super important. Founders Edition? Alors, Qu'est-ce que ça C'est la quels sont les version, plus, je te les moins pète le cul, je te vends plus cher un truc qui sera moins bien que les Ouais, modèles c'est- des autres constructeurs. c'est pas, on c'est ça va- et c'est pas non, tout à non, fait non. ça. Non, on Ah, voit que c'est merci. un barbu, hein, t'as vu un peu direct là Ah ouais, donc l'agressivité. là, Là, voilà. ça, en tout cas, voilà, l'image que nous affiche Sully, ça donne une idée des Donc ça, performances. c'est les face aux benchmarks que autres j'ai faits, cartes. qui ont été publiés sur jeuxvideo.com si vous avez eu l'occasion de voir le dossier que j'ai sorti dessus. Ça, c'est les benchmarks que j'ai fait avec The Witcher 3. Alors, je signale une chose, c'est que là, on voit par exemple que la 1080 affiche 45 FPS par exemple en 4K. C'est des chiffres qui sont pas forcément représentatifs de ce qu'on aura en pratique, sachant que dans les benchmarks, on cherche à pousser les cartes. Oui, on met Du tout coup, à fond. par exemple, Oui. on met tout à fond. En On même temps, met moi j'achète une notamment, 1080, je mets tout à fond. on met l'anti-aliasing à fond, alors que sur 4K, l'anti-aliasing, typiquement, c'est un effet qu'on peut enlever, parce que de toute façon, Oui, mais tu on le n'aura veux pas de quand différence. même, tu le veux quand même. Et alors, la question qu'on m'a souvent posée, c'est pourquoi du coup on met l'anti-aliasing sur les benchmarks et pourquoi on l'enlève pas? C'est pour avoir quelque chose de reproductible par rapport aux benchmarks qu'on fait en Full HD, où là, on a c'est effectivement... une méthodologie. Voilà, c'est ça. C'est une méthodologie. C'est vraiment une méthodologie. Et donc, du coup, effectivement, on a des chiffres pour la 1080 des chiffres bruts qui peuvent paraître bas, mais en vérité, en pratique, on désactivera l'anti-aliasing et on gagnera déjà un certain nombre jamais de de la FPS. vie, je ne désactiverai Voilà. jamais Donc là, l'anti-aliasing. vous avez effectivement Krakow, jamais. les gains en pourcentage. Ça va te perdre avec les 32 gigas Comme de je vous le RAM. disais, ça tourne autour de plus 50 à plus 60% par rapport à une 980 overclockée. Et ça tourne entre plus 20 et plus 30% par rapport à une 980 Ti stock. Donc là, c'est sur benchmark sur d'autres jeux. En tout cas, vous avez une idée Ouais. de l'ordre de grandeur. Et du coup, on va revenir sur ce dont je voulais parler. Cette carte va sortir. Il y aura une Founders Edition et une version et des versions Asus. Alors ça, c'est un point qui avait... MSI, etc. ouais, Quelle est la différence? Alors, c'est Et un point qui avait- laquelle faut acheter surtout? qui a créé pas mal de confusion parce qu'en fait, auparavant, le design que tient Pentaro, donc je ne sais pas si on peut refaire le... Est-ce qu'on peut voir ce beau Pentaro? Voilà. Il est très beau. Ce Donc, design... cette carte-là, cette Voilà, carte-là, cette c'est la carte-là. Founders. Sur les générations précédentes, donc que ce soit Maxwell, Kepler, etc., c'est une carte qui n'avait pas une vie commerciale très longue, c'est-à-dire que Nvidia les commercialisait sous le nom de design de référence, et elles étaient commercialisées en fait, c'était les premières cartes commercialisées par Nvidia. Elles avaient une vie commerciale de peut-être un mois, après quoi les partenaires d'Nvidia, Asus, MSI, Gigabyte, sortaient leurs cartes, et celles-là disparaissaient du commerce, tout simplement. Ok. De temps en temps, elle n'existait même pas. C'est-à-dire que c'est une carte que nous, on recevait en sample press pour test. Et derrière, le jour de la commercialisation, les consommateurs lambda avaient directement des modèles customisés chez Asus, chez MSI. Donc cette carte-là, ils ne la voyaient même pas. La différence, c'est qu'avec la 1080, ils ont changé un petit peu le positionnement commercial de cette carte. C'est-à-dire que là, elle est vendue en parallèle, elle va être vendue en parallèle des autres cartes, donc chez Asus et MSI, et elle aura une vie commerciale aussi longue que les autres. Et les performances? Alors, elle est jolie, elle est très jolie, c'est le design Voilà. de référence, mais les alors voilà, performances, c'est quoi? Parce d'après, qu'elle est plus chère, faut c'est- rappeler qu'elle est plus chère. ouais, elle est plus, elle va être. Alors encore une fois, faut voir parce que pour l'instant on n'a pas les prix. Hein. Aucune carte n'est sortie dans le commerce. Je pense qu'il va y avoir une période de 15 jours pendant lesquels les prix vont bouger pas mal et se stabiliser. Donc il faudra voir après s'il n'y a pas par exemple des versions overclockées Asus qui seront plus chères que cette carte-là. Bon, je prends Asus parce qu'en général ils font des prix un petit peu premium sur leur, ils ont tendance à faire des prix un petit peu premium sur leur carte graphique. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de commercialiser cette carte-là, sachant que
pour les tests que j'en ai fait, le système de refroidissement qui lui est associé est à peu près de la même facture que les systèmes de refroidissement qu'on avait sur les 980 ou les 980 Ti. Donc en gros, d'un point de vue performance pure, je ne pense pas que ça puisse justifier un positionnement premium. Après, pour moi, il faut vraiment la voir comme une carte de fan. C'est-à-dire, on a la carte NVIDIA avec un beau design, il faut reconnaître que l'original, quoi. Voilà, un design original, il faut reconnaître que c'est la Stan Smith, quoi. Non, mais... C'est la Stan Smith. On se calme. C'est la Air Max, tu vois. C'est la classique. Il y a le logo rétro-écléré, il faut reconnaître que le carénage est très très joli. Je porte des Stan Smith. Hein. Bon, elle est relativement silencieuse, elle fera le job. Et après, voilà, je pense que ce qu'on paiera en plus, c'est le design et voilà, ceux qui apprécient la marque. Écoute, on va laisser parler Pentaru. Est-ce que la démonstratrice en chemise rose, elle est livrée avec la carte ou pas? Ah bah là c'est beaucoup plus cher. C'est faisable, mais il faut un paquet de pognon. Du coup, Pentaru, toi, on va te laisser en parler parce que justement, tu es fan de cette Founders Edition. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi toi tu veux absolument ce modèle-là et pas un autre, même si l'autre sera peut-être plus performant ? Alors, très simple, hein, en fait, c'est déjà, je trouve le design super beau. Donc déjà, graphiquement, enfin visuellement, je la trouve super belle. Mais une fois que tu l'as mise dans ta tour, on s'en fout, on s'en bat les steaks, non ? C'est toi qui dis ça ? Non, je sais. Mais je fais mon métier. Je suis désolé, je vais vous couper juste un truc, mais j'ai vu des débats passer sur le forum matériel informatique de jeuxvideo.com où les mecs justement se posaient la question, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas mal de gens qui étaient intéressés par le design de la carte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement l'aspect puissance, refroidissement, il y en a qui aimaient bien avoir une belle carte avec un beau rétroéclairage. On l'assume pas publiquement normalement. Moi je pars du principe déjà de base, si tu veux, que Nvidia, ceux qui font leurs cartes graphiques, les mecs savent quand même de quoi ils parlent, et quand ils font un design, ils font pas n'importe quoi. Déjà, je pars de ce principe de base, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils font leur GPU, ils savent quand même comment évacuer la chaleur et comment bien refroidir leur GPU, donc à la base, ils font pas de la merde. Déjà, ça c'est mon premier constat. Non mais tu es moins sérieux. Laisse-moi finir, Yamato, mais je sais qu'après tu vas me défoncer, que tu vas me troll, mais je m'en fous. J'assume. Après, si tu veux, deuxièmement, c'est vrai que les versions custom seront overclockables peut-être de 10-15% de plus. D'accord ? Sauf que on a vu qu'il y avait de la marge. Et on a vu qu'il y avait de la marge. Et moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que déjà, tu peux overclocker très bien déjà les modèles Founders. C'est-à-dire que si tu veux avoir un truc plus moche pour gagner 5% d'overclocking, j'en ai rien à battre. Mais clairement, rien à faire. Donc si tu veux, moi je me dis celle-là, elle est belle, le système de refroidissement est quand même pas mal silencieux et ça fait le taf au niveau de l'overclocking en fonction de moi ce que je veux. Et ben franchement, ça fait le boulot et tant mieux. Après c'est sûr, j'aurais peut-être 3 FPS de moins en 4K en ultra qu'un mec qui aura une custom avec 3 ventilos dégueulasses et des tuyaux qui iront partout. Et ben ok, fine, j'assume, je m'en tape quoi. Bah, ça devrait être un argument qui parle à Yamato, puisque toi t'aimes pas trop les trucs flashy, tu te plains souvent du design un peu kéké. Je ne comprends pas. Là c'est classique. Le modèle qui sort au début propose un super ventirad pour plus cher, ça d'accord, en version stock de base en fait. Oui, il y a un petit côté. C'est vraiment un truc marketing. Parce que pour 98% des gens qui vont acheter la carte, personne ne l'overclockera. On s'en fout en fait du coup d'avoir un truc premium. On peut avoir un truc joli qui est peut-être un peu moins efficace, un peu moins cher à produire quoi. Donc là effectivement c'est vraiment une carte pour les enthousiastes. Je comprends l'argument de Yamato et je comprends aussi le côté tu dis j'achète la carte de Nvidia avec le vrai système de refroidissement officiel de Nvidia etc. C'est peut-être plus safe, tu vois, voilà, ma carte va peut-être pas moins cramer, avoir de chances de cramer qu'avec un ventilo d'une autre marque. Tu penses pas toi? Mais non, ça change rien, il y a des normes à respecter. Les cartes graphiques qui crament, je peux dire qu'à Gaming Live, on a vu pas mal. Il y a des cartes graphiques qui crament, mais après, il faut. Et celles-ci, elles ont jamais cramé. T'as beaucoup de constructeurs. Moi, j'en ai cramé. On en a cramé plein. Mais après, non. Puis ce serait mal connaître des constructeurs comme Asus, MSI, Gigabyte qui font des cartes qui sont. De toutes les manières, qui sont très fiables. Un design custom sans le faire valider. Donc par ailleurs, il n'y a pas que le système de refroidissement. Par exemple, Asus met souvent un étage d'alimentation un peu plus costaud sur ses cartes pour permettre de meilleures possibilités d'overclocking. Voilà, c'est pas seulement le système de refroidissement. Il y a de temps en temps, ils customisent aussi le PCB. Ok, d'accord. Et au niveau globalement, je pense qu'en niveau performance, si on cherche la performance, que ce soit en termes de refroidissement, en termes d'overclocking, il vaudra mieux prendre, et puis même visiblement comme elle sera plus chère, probablement en termes de prix, il vaudra mieux prendre une version custom.
On a parlé donc de la carte, des performances, de ce modèle Founders, des autres modèles. Maintenant, en termes de... Tu peux nous parler un peu de ce qu'elle apporte en termes de technologie, tu vois. Est-ce que c'est juste plus de FPS ou Nvidia, souvent, ils implémentent de nouvelles choses avec leurs nouvelles cartes. Est-ce que là, c'est juste, tu vas avoir plus de meilleurs graphismes, meilleure résolution, ou est-ce qu'il y a des technologies associées à cette carte? Ouais, alors il y a pas mal de choses en fait, mais c'est des choses qui ne vont se développer, enfin, qui ne vont prendre de la valeur que vraiment dans le futur. Ce qui est un peu normal vu que c'est une nouvelle architecture. Donc on prend une base de départ et puis c'est une architecture qui va vivre sur les 4 ou 5 prochaines années. Du coup, effectivement, elle intègre des technologies qui vont elles aussi vivre et s'implémenter dans les jeux pendant les 4 ou 5 prochaines années. Donc de quoi on parle? On parle notamment de nouvelles unités de calcul en fait, qui ont été intégrées au GPU, qui s'appellent des unités SMP, pour Simultaneous Multiprojection. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste en gros, je vais essayer de l'expliquer, je suis désolé au chat, pour le chat si je me perds complètement dans des considérations techniques, c'est assez compliqué. Voilà. Typiquement, c'est une technologie qui va permettre d'accélérer et d'améliorer en termes de qualité le rendu graphique sur des systèmes multi-affichage. Quand je dis système multi-affichage, c'est des écrans surround, mais c'est aussi des affichages VR, puisqu'un affichage VR, c'est 2 écrans LCD. Comment il va faire ça? Alors en fait, de base, aujourd'hui, avec une carte graphique classique, sur un set de 3 écrans mis en surround, comment le GPU calcule son truc? Ce qu'il fait, c'est qu'il prend en fait une image, plan, et il la renvoie en fait sur les 3 écrans. C'est une seule image. Le problème, c'est que quand on vient, ça marche très bien si les 3 écrans sont sur le même plan. À partir du moment où on commence à incliner... Tu peux l'idée de l'image, si tu veux. Oui, merci. Il y a l'image, ok, voilà, vous l'avez là. À partir du moment où on vient incliner légèrement, c'est l'image qui est complètement sur la droite. À partir du moment où on vient incliner les écrans qui se trouvent sur le côté, la projection, en fait, est plus la bonne. C'est-à-dire qu'on rend pas forcément, on rend même pas du tout la bonne image. Du coup, que vont faire les unités SMP? En fait, ce qu'elles vont faire, c'est prendre une image et la calculer, enfin permettre son calcul sur plusieurs points de vue. Du coup, plutôt que d'avoir une image divisée en 3 écrans, mais sur le même plan, on va avoir une image qui sera divisée en 3, mais qui correspondra précisément à l'angle d'inclinaison des 2 écrans sur le côté. En gros, je vais résumer, tu nous dis que c'est une carte taillée pour la VR. Exactement. Pour la VR et pour le multi-affichage. D'ailleurs, on a montré un peu les perfs, mais il me semble avoir lu tes excellents articles, Krakou. Merci. Et le gain en VR est assez important. Alors non. Non, ça revient. C'est ce que je disais. Ou alors tu l'as vraiment lu, c'était en fait, Nvidia, ou... mais en tout cas, j'ai vu les annonces et il disait sur la VR, c'est plus X%. Alors oui et non. Nvidia, quand j'étais à Austin, donc pour la présentation des cartes, nous a montré des tests, des benchmarks sur des applications VR où effectivement on mesurait des gains importants grâce à ce type de technologie. Le problème, c'est ce que je disais en introduction, c'est que aujourd'hui, il faut que cette technologie soit intégrée au niveau des jeux et des moteurs de jeu. De fait, si tu le testes, moi je l'ai testé par exemple sur Project Cars, en VR et sur un écran classique en Full HD. Et en fait, j'ai pas vu de différence de performance, par exemple, entre une 980 et une 1080. La 1080 ramait un peu moins parce qu'elle a plus de chevaux, elle développe plus de puissance, mais par rapport à un affichage unique, elle n'avait pas de gain, enfin par rapport à un affichage simple, elle n'avait pas de gain particulier. C'est quelque chose qui nécessitera d'être exploité par les développeurs, et donc c'est un gain qu'on ne verra arriver que dans quelques mois, voire plus loin. Donc ça, c'est la principale, plus intéressante des innovations technologiques. Il y a une innovation aussi pour le joueur qui est très intéressante, ça s'appelle FastSync, et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle s'applique à la fois sur les cartes 1080, mais aussi sur les cartes de l'ancienne génération. Nvidia nous a dit génération Maxwell. Ils n'ont pas parlé de Kepler, donc je pense qu'il ne faudra pas y compter. Il faudra avoir au moins une Alors, 900, qu'est-ce que c'est FastSync? génération 900. C'est un nouveau protocole de gestion de la synchronisation verticale. Alors la synchronisation verticale, je vous le rappelle, c'est... G-Sync, machin, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui permet en fait de régler les problèmes de désynchronisation entre un écran qui affiche des images à une certaine vitesse et une carte graphique qui les envoie à une autre vitesse.
Quand ils sont désynchronisés, ça crée des problèmes de qualité d'affichage, notamment des problèmes de déchirure. Jusqu'à présent, NVIDIA avait proposé comme solution G-Sync, qui était une très bonne solution, qui marchait très bien. Avec un écran associé. Hein. Mais voilà, Il fallait avoir l'écran plus cher, c'est une solution qui compatible. coûte cher, parce qu'il faut avoir un écran associé. Et par ailleurs, c'est une solution qui n'est pas optimale dans la mesure où elle travaille très bien sur un intervalle de 40 à 60 fps. Au-delà, elle induit une latence en fait au niveau d'input. Elle induit un léger input lag. C'est vraiment très très léger, mais c'est comme ça. C'est quand même ballot parce que les mecs ils nous ont vendu la techno comme étant la solution ultime mais contre le lag non, c'est vraiment... jusqu'à 144 Hz. Et après ils nous disent que finalement c'est bon qu'entre 40 et 60, c'est un peu dommage quand même. C'est vraiment une très bonne solution entre 40 et 60. Alors par rapport à FastSync, pour le coup, c'est pas la solution parfaite. FastSync, c'est une solution qui est vraiment designée pour fonctionner au-delà de la fréquence de rafraîchissement de ton écran. Typiquement, si tu as un écran qui rafraîchit à 60 Hz, il faut coter, pour que ça fonctionne bien, un jeu qui envoie plus de 60 images par seconde. À partir de ce moment-là, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être un peu compliqué, mais en gros, ils ont intégré un nouveau système de frame buffer qui permet de maintenir un input lag quasi nul, tout en effaçant complètement les effets de déchirure. Donc typiquement, ça marche bien sur des jeux comme CSGO. Voilà, on a l'exemple typique de ce qui se passe quand on dépasse quand le framerate est plus lent en V-Sync on. Ça y est, je commence à m'y perdre, les amis, je suis navré. Oui, sinon il y avait une question très concrète d'un mec sur le chat qui disait « Moi j'ai un écran G-Sync, du coup je suis baisé ». Non, pas du tout. Non. De façon très crue. L'avantage en fait, t'avais juste pas besoin de l'écran G-Sync en fait. Si, parce que FastSync en fait ne fonctionne pas pour le coup sur des fréquences, sur des framerates bas. Alors tu veux dire que ce sync-là, il faut avoir un G-Sync? Non, justement. Ah mais c'est ce que je disais en fait, c'était obligé d'avoir G-Sync pour profiter de celui-là. Non, voilà, t'es pas obligé d'avoir un écran G-Sync pour profiter de FastSync. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ouais. Sachant que si FastSync trouvera son application optimale sur des jeux qui pourront dégager beaucoup de framerate, donc beaucoup de FPS, G-Sync restera la solution optimale quand on aura un framerate plutôt entre 40 ou 60 FPS. Voilà. Ok. Qui est un peu paradoxal dans la mesure où quand tu achètes un écran G-Sync qui est un produit premium, en général tu as un GPU qui suit derrière et t'es pas vraiment entre 40 et 60 FPS. C'est pour ça que moi j'ai toujours eu du mal à comprendre le positionnement de G-Sync en fait. Quand tu parles de Full HD, oui, quand tu commences à parler de QHD ou de 4K, 2K ou 4K, c'est pour les à la base, Nvidia vendait le truc comme comme un truc qui n'avait ni déchirure ni input lag, donc c'est de la cible, c'était aussi les mecs qui veulent jouer absolument de manière parfaite. C'est principalement vrai. Il y avait un léger. On a fait le test avec. En fait, c'est avec Ken Bogart que j'ai fait le test de FastSync, où on a comparé une solution avec V-Sync classique, donc V-Sync logiciel, une solution avec G-Sync et la solution FastSync. Et on a essayé aussi sans rien du tout, donc en laissant les FPS C'était quoi le mieux avec les effets de déchirure. Et c'était quoi le mieux? En termes d'input lag, la solution FastSync était équivalente à une solution sans synchronisation verticale. Donc en gros, l'input lag était immédiat. Enfin, la réponse des commandes était immédiate. Avec V-Sync, on avait un input lag sensible, et avec G-Sync, on avait un léger input lag. Sachant donc FastSync est le que meilleur. voilà, je sais pas comment il fait moi, Ken, FastSync, il arrive à mesurer les frames, enfin il arrive à ressentir les c'est un frames. expert de jeu de combat. Voilà, sachant que G-Sync, voilà, c'est le décalage de frames n'était pas énorme, il me parlait de 2 ou 3 frames, c'était presque rien. Oui, mais pour certains jeux, ça peut être important. Du coup, il nous reste très peu de temps. Moi, j'avais deux questions très concrètes. Yamato en PLS sur l'écran. J'avais deux questions très concrètes que se posent certainement pas mal de gens pour terminer. Et ça, je pense que ça va peut-être un peu plus intéresser le chat que la pure technologie, mais il fallait en parler parce que quand même, quand tu achètes une carte aussi chère, c'est bien de savoir aussi un petit peu ce que tu achètes. Est-ce qu'on pourra donc concrètement jouer en 4K avec une GeForce 1080? Si j'achète la 1080, je suis paré pour la 4K? Oui. C'est bon pour toi? Ouais, pour moi c'est bon. Ouais, à fond, il y aura 60 FPS. Il y aura un minimum de compromis graphique à faire. Mais sachant que, comme je l'ai dit, moi j'ai testé une version stock, donc non overclockée. Les versions qui vont arriver dans le commerce auront encore un regain de puissance avec l'overclocking qu'elles vont intégrer. Du coup,
comme je le dis, avec un minimum de compromis. Et quand je dis minimum, c'est on passe une ou deux options de ultra à très élevé et ça passe. Ah, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, c'est beaucoup mieux faut faire des sacrifices dans la vie. que ce qu'on obtenait avec une 980 Ti typiquement. Oui, Il y a une question du chat intéressante qui dit que lorsque DX12 sera généralisé, est-ce qu'on verra vraiment un gap avec la 1080 ? Alors DX12, je reste très perplexe par rapport à l'apport de DX12, notamment vis-à-vis des jeux qui sont sortis dans le commerce pour le moment. Je parle de comment ça s'appelle, Quantum Break. Bon, Ash of Singularity, c'est un peu particulier, mais il y a aussi Gears of War Ultimate Edition qui était assez moisi. Les gains de performance sur Tomb Raider sont vraiment pas fous. Hitman a pas mal de problèmes aussi en DirectX 12. Pour l'instant, celui qui nous DirectX affiche 12, des petits benchmarks justement sur DX12. pour l'instant, DirectX 12, c'est très très jeune comme API et je pense pas qu'on puisse avoir de gains encore avant plusieurs mois, en tout cas de vrais gains. Il faut savoir que le principe et le problème de DirectX 12, c'est qu'il donne beaucoup de clés d'optimisation aux développeurs, sachant qu'avant, c'est des clés qui étaient prises en charge, entre guillemets, par les constructeurs de cartes graphiques au travers des pilotes. Et de fait, ça implique que les développeurs, s'ils veulent vraiment optimiser leur jeu pour DirectX 12, doivent apporter un travail supplémentaire. Or, pour l'instant, ils n'ont pas que ça à foutre. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Mais c'est pas leur priorité. On n'est pas certain que pour le support PC, tous les développeurs soient prêts à faire des efforts. Dernière question, encore une fois très concrète. Ça coûte combien déjà ces cartes ? Moi, j'avais vu que c'était pas trop cher. Je ne sais plus. Non, mais les prix US, en tout cas, on les avait. Pentaho c'était 600 balles pour la version de base et 700 $. 700, alors 600 balles seulement pour une carte. Dollars sans les taxes. Sans les taxes. Dollars sans les taxes. Donc tu rajoutes déjà 10 à 15%. Franchement, pour une carte très haut de gamme, En fait, c'est pas si cher. C'est pas si cher parce que ça va te faire du 700 euros. Il faut savoir que c'est un prix de lancement. Déjà, c'est un prix en dollars. Moi, en gros, j'estime que qu'on convertit en euros, on va tourner autour des 700 euros. Et il faut savoir que c'est un prix de base, un prix de lancement conseillé. Tous les constructeurs ne seront pas à ce prix-là, c'est sûr et certain. Asus sera forcément plus haut parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont en général un placement premium. Zotac sera probablement pas à ce prix-là, faudra vraiment voir, mais je pense pas qu'il y ait énormément de constructeurs qui soient à ce prix-là. Non, en tout cas, voilà, à partir de 700 balles, on devrait pouvoir en trouver. En théorie, on devrait pouvoir en trouver. C'est pas si cher que ça. Quand la 980 Ti est sortie, c'était plus cher que ça. La 980 Ti, elle est autour de. Elle est sortie plus cher que ça. Hein. Oui, Donc là, il y a un effort sur le prix. Si on a une 1080 Ti, maintenant, il y a des modèles custom, il me semble, qui sont autour des 700, 750. Donc voilà, c'est pas. D'une part, elle est pas si chère que ça. Et il y a la 1070, c'est sur ça que je voudrais terminer, parce que souvent les gens savent que la génération, le modèle 70 comme la 970 a un meilleur rapport qualité-prix. À quoi on peut s'attendre en termes de perf très très rapidement, mais en termes de perf, équivalence peut-être par rapport à une 980 ou 980 Ti, et à quel prix ? Je sais pas. Ok, merci Kakou. C'était donc Pentaho il le sait. Non, je voulais pas parler de la 970, moi je parlais du CPU gap dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est important. Ça c'est super important. Ça c'est une question qui était aussi beaucoup revenue sur le forum de matériel informatique de jeuxvideo.com. Qu'est-ce qu'il faut comme CPU pour ne pas être limité par le CPU sur une carte graphique comme celle-là ? Du coup, je me suis lancé dans quelques essais la semaine dernière et pour les résolutions, j'ai dû prendre mes notes quelque part. Est-ce que je l'ai mis ? On va prendre du bon i5 pour avoir. Ça va dépendre énormément de la résolution à laquelle vous jouez. En gros, si vous jouez en 4K, vous pouvez descendre même jusqu'à un CPU 2 plus 2 cœurs. Alors, sachant que j'ai fait mes essais que sur des CPU Intel. Je ne peux pas donner de valeur pour des CPU AMD. Bravo la partialité, désolé. Bravo. C'est comme ça. Du coup, ce que je dis n'est valable que pour des CPU Intel. Sur un dual-core hyper-threadé, donc qui peut gérer 4 threads, vous serez tranquille en 4K. Donc vous pouvez descendre jusqu'à des Core i3 pour jouer en 4K. Si vous commencez, ça, c'est fou. En fait, vous êtes super. Dans ce cas de figure, il y a tellement de charges graphiques qu'on est forcément limité beaucoup plus par le GPU que par le CPU. Mais plus on descend en résolution, plus l'équilibre va s'inverser. En QHD, c'est-à-dire en 2560 par 1440, on tourne plutôt autour de 4 cœurs. Et donc ça fait au minimum du i5. Sachant qu'il faudra du 4 cœurs à 3 GHz, donc du i5 et pas trop vieux si c'est possible. Là où il y a vraiment une limite qui se dessine, c'est sur la Full HD. En Full HD, on commencera à être limité quelque part autour des 4 cœurs, c'est-à-dire dans la gamme i5. Sachant que quand je dis quelque part,
Ça dépendra beaucoup de la fréquence de fonctionnement de votre processeur. Typiquement, sur les essais que j'ai faits, j'avais simulé le fonctionnement d'un processeur 4 cœurs à 3 GHz et à 3,6 GHz. J'avais pas énormément de limitations du CPU, donc j'avais pas de baisse de framerate particulière quand j'étais à 3,6. Quand je suis passé à 3, j'ai eu des pertes de framerate qui, des fois, montaient à 20%. Donc sur certains jeux, ça peut être important. Du coup, si vous prenez une 1080 pour jouer en Full HD, pour vraiment en tirer son plein potentiel, il faudra un i7. Oui, enfin j'imagine que quand tu achètes une 1080, t'achètes un i7 et t'as 32 Go de RAM. Non, arrêtez avec 32 Go de RAM. D'où l'intérêt d'acheter une 980 Ti pour jouer en Full HD, comme ça au moins t'as pas ce problème de CPU gap. Voilà, il faut savoir que C'est ce que je dis depuis le début, quoi. Comparativement, la 980 Ti est beaucoup moins CPU limitée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment, quand la 1080 arrive, en général, les revendeurs bradent un petit peu les 980 Ti. Il va y avoir des bons plans. Elle va coûter plus que 500 balles et ce sera une affaire. Une 980 Ti à 300 balles en occasion et voilà, et vous faites-vous plaisir en Full HD, quoi. 300 balles en occasion, tu crois? Typiquement, les 980 Ti. Ah, ça devient super intéressant. Typiquement, les 980 Ti vont se retrouver sur, en tout cas par rapport aux prix qui ont été annoncés pour la 1080, vont se retrouver sur la même tranche tarifaire que les. La 980 Ti et 1080 vont se retrouver sur la même tranche tarifaire. Comme la 980 Ti est moins performante et plus ancienne, elle va forcément baisser de prix et il y aura sûrement des affaires à faire. Bon, pour ce qui est de En plus, les soldes, c'est en juillet, je crois. Et les soldes, c'est en juillet. Pour ce qui est de la 1070, on en reparlera un peu plus tard. Je pense de toute façon, on va aussi passer beaucoup de temps. Tu vas l'essayer. J'y réfléchis. Et la 1070, on change d'architecture, les fréquences sont différentes. C'est difficile de faire des. On change d'architecture? J'avais pas suivi ça. Non, pas. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des comparaisons de type 970, 980 et 1070, 1080 dans la mesure où on parle pas d'architecture différente, les fréquences de fonctionnement sont différentes, on n'a pas les mêmes rapports. Du coup, c'est difficile de faire. Et c'est fini les Titans parce que moi j'aimais bien les Titans. Avec Spencer Wu, on aimait bien les Titans. C'est fini les Titans. Il y a pas une Titan Y qui arrive. Ça reviendra avec la fameuse mémoire HBM. On est quasiment sûr qu'il y aura une 1080 Ti. Avec peut-être 16 Go de mémoire vidéo. Peut-être que la 1080 Ti typiquement intégrera de la GDDR5X et que la HBM sera réservée à la Titan. Si elle existe. Si elle existe. Et moi, je sais qu'elle existe, j'y crois. Je prie tous les jours. L'important, c'est d'y croire. Elle est Nvidia, sortez-nous une L'important, c'est d'aimer tout ça. L'important, c'est d'aimer. C'est l'amour qui gagne à la fin, c'est Karaté qui l'a dit. Bon, en tout cas, voilà, retenez que la 1080 est donc une carte très puissante. Un petit peu. C'est 700 balles seulement, j'insiste. Ouais. Par rapport au prix de la 980 Ti quand elle était sortie, c'est un petit peu plus bas, j'espère en tout cas. Et qu'elle pourra vous permettre donc de jouer en 4K. Peut-être pas, c'est pas le point, peut-être pas à 200 FPS, mais vous pourrez jouer en 4K a priori avec cette carte. Elle peut a priori, il n'y a pas de. Elle peut. Et Pentaro achètera la Founders Edition et Yamato lui va prendre une 980 Ti d'occasion à 300 balles. Mais t'en as déjà une? T'en as pas déjà une? Non. T'es sur une 980 classique toi là? Je pense que je vais travailler dur. Je vais mettre beaucoup d'argent de côté. La méthode des gens pauvres. Et peut-être qu'avec un peu de chance, un crédit Sofinco et l'hypothèque de mon rein droit, je prendrai une 1080 Ti et un écran Ultra HD, ouais. Toi, t'attendras la TI? Bon, franchement, oui, parce que toi, t'as déjà une 980, typiquement, t'attends la TI. Actuellement, moi, j'ai un écran G-Sync et une 980. Et bah honnêtement, je mets tout en Full HD au max, donc j'en ai rien à faire. Et comment on ferait, je déborde un tout petit peu, mais de toute façon on va faire vite sur les tests. Le mec qui aujourd'hui a seulement une 970, bon il est un peu largué. Là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup là. Parce que honnêtement, c'est ce qu'ont pas mal de gens, je pense, qui nous regardent. Une 970, c'était le bon plan. Oui. Du coup, tu dis la 1080 elle arrive, bon, qu'est-ce que ça va m'apporter quoi? Dans l'absolu, une 970 reste une bonne carte. Elle fera tourner pas mal de jeux en Full HD et avec un framerate tout à fait correct. 4 Go de RAM pour une résolution Full HD, c'est largement suffisant. Là où ça devient limite, c'est quand tu montes en résolution sur du QHD ou sur de l'Ultra HD. Et donc pour répondre à ta question, il y a quand même un gap quasiment de 2 fois, un facteur 2 entre les performances d'une 970 et d'une 1080. C'est x2. C'est vrai que c'est violent. J'ai envie de dire, si les gens ont les moyens et ont l'envie, le gap de performance justifierait un achat, je pense. 2 fois un facteur 2, c'est quand même un gap important. Achat justifié. Bon, merci les gars, on a pas mal débordé. Krakou a bien pu nous expliquer un petit peu les specs techniques de cette carte. On marque une courte page de réclame. Faut bien vivre, hein, comme disait Yves Morosi, Guilux et Léon Zitrone. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la partie test. À tout de suite.
Et voilà de retour en direct pour la dernière, passé à l'antenne. pour la Ah, dernière merde. partie de l'émission. La partie test. D'ailleurs, je vais la boucler, je vais faire les choses dans la règle de l'art pour une fois parce que je crois que ça fait 4 émissions de suite que je me trompe. Donc, mon cher Sully, jingle test. Et voilà, la dernière tout partie de rouge. l'émission, la partie test. Pentaro est mort de rire. Parce que c'est Pentaro, en gros, je vous spoil, voilà, juste avant la reprise, Yamato qui dit à Pentaro comment t'as fait pour avoir une G900, la souris G900 de Logitech pourquoi j'en ai pas une moi? Et Pentaro lui a dit parce que moi je pèse dans le game. Donc voilà, Pentaro, le swag, qui a reçu une G900 en suçant je ne sais qui. En tout cas, il va en parler. Mais t'en parles pas. Je l'ai eu. Ah, tu l'as eu? Et pourquoi moi j'en ai pas? Non mais... non mais sans déconner, t'as eu une G900 celui? Je ne répondrai pas à cette question. Ah merde! J'en ai une aussi. Donc tout le monde a une G900? Sauf Et nous, toi. En fait, on s'est fait tous les deux baiser, Trunks. Oh, on s'est fait biaiser. Ah ouais. Ah. En fait, celle que j'avais, j'ai dû la filer à Pentaro parce que c'était pour aujourd'hui. Ah, je suis un peu... Bon, on réglera ça. Mais du coup, tu nous en parles pas aujourd'hui, Pentaro? Ah Là, non, tu l'as bien reçu, sûr tu que vas non. la Ah non, tester. c'est- C'était juste pour nous teaser. C'est juste pour faire chier Yamato. Pour faire chez Yamato. Mais en tout cas, tu Tu parleras l'as- donc de Ouais, cette tu souris. la gardes quand même, tu la gardes Ouais. quand même. A, Donc, a priori, je vais faire un comparatif de souris à 180 balles. Donc celle-là versus l'Asus. Ah, est-ce que tu veux que je te prête l'autre, là, celle de Razer? La Elle vaut 180 balles aussi? Hein? Elle vaut 180 balles ou pas? Ouais, elle vaut 200 même. Pas de sympa. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, ça me va. Un petit comparatif. Journal du riche sur les souris, Ouais. ça fait longtemps. Et on va commencer quand même les tests, du coup, avec Krakou, qui, lui, a choisi de parler son ce soir. Voilà, moi j'ai 2 produits audio à vous présenter ce soir. Un produit vraiment très bien et un produit vraiment très bof. Vous voulez commencer par lequel? Le produit bof. Allez, le On produit garde le meilleur bof. pour la fin. Voilà, donc le produit bof, ce sera des intra-auriculaires commercialisés par Plantronics, les Backbeat Fit. Les Backbeat Fit. Voilà, donc D'accord. c'est, comme je l'ai dit, ou j'ai pas dit que c'était destiné essentiellement à un public de sportifs. Déjà fit, si tu es fit Voilà. comme Wii Fit. Donc ce sont des intras sans fil, donc comme je l'ai dit, plutôt pour des activités sportives, du coup elles seront très très légères. C'est des intras, ça pèse en tout 24 grammes, c'est vraiment très pratique, Je peux? avec une Ah petite... oui, ça pèse. Ouais. Ok, très bien. Ah bah On voilà, a- on voit ce que ça donne à Voilà, l'image. on a un système d'accroche qui vient faire le tour en fait de l'oreille et qui est relativement stable, qui est assez pratique à mettre. Alors, j'ai pas vérifié, j'ai pas eu l'occasion de regarder ça dans le détail, mais visiblement toute la matière qui entoure les oreillettes est antitranspirante. L'appareil, enfin Ils sont pas moches. mais non, les intras sont fournis avec une petite pochette de transport que l'on peut retourner et que l'on peut fixer comme brassard pour Comme y brassard. comme brassard pour y mettre son téléphone portable. Oui, montre à la caméra. Voilà. C'est Non, bon, c'est bon. Voilà, il montre à la caméra. Donc, Voilà, vous pouvez vous accrocher ça sur le poignet, sur la ceinture, ce que vous voulez. comme je l'ai dit, c'est des intras sans fil. On nous promet une autonomie de 8 heures et donc il y a tout ce qu'il faut en fait sur les côtés pour gérer. Voilà, vous voyez là, vous avez chaque oreillette qui est dédiée à certaines fonctions. Donc vous avez la gestion des appels d'un côté et vous avez la gestion de l'écoute musicale de l'autre, avec avance rapide, avance sur une Donc autre il n'y a pas pause, de lecture, etc. télécommande filaire, forcément, vu que c'est sans Non, fil, non, et non. tout est sur les oreillettes. Voilà, donc c'est dans l'ensemble assez pratique, mais malheureusement il y a quelques soucis. Déjà au niveau... Alors, le système de maintien est assez efficace. Par contre, le problème, c'est que quand on les met, on a du mal à gérer une adhésion totale entre l'intérieur de l'oreille et la partie Je veux écouteur dire des qu'il y intras. a du jeu, ça bouge, et du coup, Ouais, il y a du jeu, du coup... c'est mal enfoncé. D'une part, c'est comment dire, c'est pas que c'est pas agréable, c'est juste qu'on a l'impression qu'ils sont jamais mal mis. Ça, c'est la première, qu'ils sont jamais correctement mis, pardon. Donc c'est Ça, gênant. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, l'isolation phonique sera assez en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir sur des intras. D'habitude, sur des intras, on vient bien boucher les conduits auditifs et de fait, on a une relative isolation passive
Une isolation passive relativement correcte. T'as vraiment fait du footing avec? Ouais, bah oui, je les ai testés pendant 2 semaines. Quel sportif. Et du coup, la qualité sonore s'en ressentira. On entendra tous les bruits extérieurs, ça viendra se mêler à la musique et ce sera pas terrible. D'autre part, quand on les utilise dans un environnement pour le coup vraiment silencieux, genre dans un bureau, on se rend compte que de base la qualité sonore est pas incroyable. C'est très loin par exemple. Est-ce que la qualité sonore est incroyable dans des produits destinés aux sportifs? Honnêtement, est-ce que c'est pas un peu l'eau de tous les casques pour sportifs? Moi, alors après, je parle d'intra, mais moi j'utilise des intrafilaires Bose pour mon footing d'habitude. Excuse-moi, monsieur. Et alors certes, on va en parler après, c'est un peu plus cher, mais par contre la qualité sonore est vraiment un gros cran en dessous. Là, les basses sont assez écrasées, les graves aussi, on manque de précision. C'est assez moyen au niveau sonore. Et comme je disais, le fait qu'il y ait une isolation passive pas terrible fait que ça n'arrange rien. Voilà. L'autonomie. L'autonomie, on a les 8 heures qui sont promises en fonctionnement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tu cours pas plus de 8 heures, donc ça va. Voilà. Ça tient. Non, j'évite de courir plus de 8 heures. Tac, la clé de... blablabla. Bon, bah ouais, j'ai fait un peu le tour du produit, quoi. Okay. Du coup, donc est-ce que tu le conseilles? Qui tu le conseilles? alors, Et surtout, prix, combien ça coûte? le prix, on les trouve autour des 80 €, sachant que... Là, c'est Journal du Pauvre. Voilà, c'est ce que j'allais dire, pour des intras sans fil, Bluetooth en général. Non, le vrai Journal du Pauvre, c'est le portable chez Pro à Jabra 30 ou chez balles. Beats, on trouve plutôt des modèles autour des 120 €. Le portable Du coup, Pro, mais tu peux pas le ce sera des intras d'entrée de gamme. Alors on pourrait se dire, bon, des intras d'entrée de gamme, on peut passer sur la qualité sonore. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu dommage. Enfin, j'ai été un peu dérangé vraiment par la qualité du son et les problèmes d'isolation. Du coup, tu es trop gâté, Cracou. J'aurais du mal à les conseiller. Moi, sur ce que tu me dis, j'ai pas été très convaincu. Moi, sur ce que tu me dis, c'est vraiment le fait qu'ils s'enfoncent mal dans l'oreille, que ce soit mal isolé. Ça, c'est très gênant. Tu vas me dire. Ça, c'est quand même super gênant. Ah, mais regarde le truc qui pendouille et tout. Oh, arrête, c'est pas ça. Tu prends ça avec dégoût alors que pas du tout. Ah, déjà, il faut les mettre dans l'autre sens. Comme ça marche pas. Déjà, j'arrive pas à les mettre, donc c'est perdu. Allez, c'est trop compliqué. J'en teste pour le sport, d'autres marques. T'en testes? D'une autre marque, ouais. Quand tu fais du wakeboard, est-ce qu'ils sont étanches? Non. Parce qu'il vaut mieux pour Ken Bogard qu'ils soient vraiment étanches. Hein, quand tu fais du wakeboard. Ils sont pas étanches, ils sont pour l'étanche. Oh Yamato, tu n'as pas le droit. Bon, on passe au deuxième produit, mon petit Cracou. Cette fois-ci, c'est un peu plus haut de gamme. Alors là, pour le coup, c'est un produit un peu plus premium. Comme je suis parti à Austin pour aller explorer tous les mystères des nouvelles GTX 1080, j'ai pris pas mal l'avion et du coup, j'en ai profité pour tester donc ce casque qui est le Parrot Zik en version 3. Alors Parrot, c'est pas les drones ou Parrot, c'est aussi les drones et c'est aussi des produits aussi audio. des casques. Voilà. D'ailleurs, ils ont encore toute une gamme de produits. Les casques sont bien meilleurs que les drones. Ah bon, d'accord. Eh ben, je te rejoins, Sully, parce que globalement, c'est un excellent casque. Alors après, on va en parler après avec le prix, mais bon, c'est un casque relativement premium. Donc c'est un casque sans fil, c'est un casque qui propose une atténuation active du bruit. Donc, il y a très intéressant ce que tu dis, parce que nous on a très beaucoup ici à avoir le Bose. Quand on prend l'avion, on a le Bose Quiet Comfort 25, voilà. On l'a quasiment tous là-haut. Et le truc, c'est qu'il a une très bonne réduction de bruit, mais il a un fil. Là, celui-là, il a et le sans fil et la réduction de bruit. Exactement. Et ma foi, la réduction de bruit fonctionne très très bien en avion. C'est peut-être pas au niveau. Alors, j'avais pas testé le Quiet Comfort 25 de Bose. J'avais testé les intras avec réduction de bruit. Et de mon point de vue, le système Bose était un poil plus efficace. Franchement, ça ne jouait pas à grand-chose. Quoi qu'il en soit, dans l'avion, il n'y a pas de problème. On avait vraiment cet effet bulle où on était tranquille. On entendait les conversations quand on était appelé. Bon, ça, c'est le principe. Derrière, ma foi, la qualité du son est vraiment excellente. Sachant qu'on a une application qui peut s'installer sur le smartphone pour gérer justement tout ce qui est niveau d'atténuation, c'est-à-dire qu'on peut modifier la force de l'atténuation du bruit. Tu transformes ton smartphone en télécommande pour le casque. Exactement. Encore une application qui n'existe pas sur Windows Phone, évidemment. Non, sur Windows Phone, non, pardon. Ah, bien évidemment. Désolé,
C'était une erreur, non, on peut pas sur Windows Phone. On peut effectivement donner, vous le voyez à l'écran, des effets, l'impression d'écouter de la musique dans son salon, dans une salle un peu plus grande. On peut également gérer plusieurs profils d'écoute, si on veut une écoute plutôt jazz, plutôt hip-hop, plutôt rock. Tout ça est modifiable à la volée directement sur son smartphone. Le smartphone également permet d'avoir le retour de l'autonomie, la batterie, ce qui reste en batterie à utilisation. Vraiment pas grand-chose à redire. Comme tous les casques avec atténuation active, malheureusement, quand on coupe cette atténuation, on obtient un son qui est beaucoup moins qualitatif. C'est un son qui est très plat. C'est le cas sur le Bose aussi. Voilà, c'est le cas sur le Bose, mais il faut le savoir, on n'écoutera jamais. J'ai une question très pratique, Raku. Tu dis qu'il est sans fil. Déjà, est-ce que l'autonomie est bonne ? Parce que ça, c'est très important quand un truc est sans fil et à réduction de bruit, à mon avis, ça suce pas mal, si je peux me permettre. Donc, combien de temps tu tiens ? En gros, j'ai tenu entre 7 et 8 heures. Il est donné pour 8 heures. Moi, je dirais plutôt 7, sachant que voilà, je suis monté dans l'avion, j'avais un vol de 9 heures. Ouais, donc tu fais un Paris-Los Angeles, tu fais pas arrêté. Alors qu'avec le Bose, tu fais 24 heures, tu fais un aller-retour. Oui, mais il y a un fil. Sauf que Parrot a pensé à ce problème et a intégré à son casque un mode filaire, ce qu'ils appellent un mode avion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on active ce mode via le téléphone, on coupe, j'en ai pas parlé, mais il y a j'y reviendrai après, on coupe les commandes tactiles qui se trouvent au niveau de l'oreillette et on coupe également le Bluetooth. Du coup, on raccorde le casque à son téléphone en filaire. On a un fil qui est livré après. On peut être en filaire, d'accord. Et dans ce mode-là, l'atténuation active de bruit fonctionne toujours. Et de deux, on gagne en autonomie. Et là, on peut monter à 18 heures. Alors, j'ai pas vérifié, mais ça me paraissait pas déconnant. Ok, donc ils ont quand même récupère la qualité du son surtout. Oui. Et donc ils ont quand même bien prévu leur truc. Donc c'est pas mal. Je termine avec les fonctionnalités. On a bien sûr une entrée sur l'oreillette que je dise pas de bêtises droite pour recharger le casque. On a bien sûr l'entrée pour le fil pour le passer en mode avion, comme je le disais tout à l'heure. Et on a sur l'oreillette de droite des commandes tactiles qui permettent en fait de gérer soit la réception d'un appel, soit la lecture musicale. Typiquement, on fait on laisse glisser de l'arrière vers l'avant son doigt sur l'oreillette et on passe une piste. Si on fait ça verticalement, on monte ou on diminue le volume sonore, etc., etc. C'est vraiment très pratique. J'ai eu à une ou deux reprises sur ma semaine d'essai, les commandes tactiles qui se sont un peu pris les pieds dans le tapis, si je puis dire. Par exemple, j'avais une commande qui répondait pas, du coup je l'ai refaite 2-3 fois. Et là, il a complètement perdu les pédales. Donc, j'ai dû attendre qu'il gère en fait toutes les commandes. Et ensuite, j'ai pu le réutiliser quelques secondes après. J'ai dû attendre quelques secondes en fait avant de pouvoir le réutiliser correctement. Il y a juste ça. On a globalement compris qu'il était très bon, qu'il avait un bon son, qu'il était sans fil, qu'il avait une réduction de bruit, que tu pouvais être en filaire si tu veux, que tu as un mode avion, que tu as des commandes tactiles, etc. Maintenant, la question que tout le monde, que le chat pose tout le temps. Combien il coûte ? Le prix. Il coûtera, en gros, d'après ce que j'ai vu cet après-midi, entre 320 et 350 € selon les boutiques chez lesquelles vous allez le prendre. Ce qui est, ma foi, tout à fait honorable. Tout à fait raisonnable. Sachant, je sais déjà ce qui va se passer. C'est raisonnable parce qu'il est à réduction de bruit et sans fil. C'est-à-dire que chez Bose, Pentaro, je sais que tu es très fan de Bose et moi aussi, mais tu dois choisir soit l'un soit l'autre. Et c'est des casques à 300 balles aussi. Donc là, tu as quand même les deux. Et apparemment, c'est quand même bien pensé. Sachant qu'on a une bonne... Et la qualité sonore est bonne. La qualité sonore est bonne. Moi, j'avais testé le Zig 2, j'étais assez agréablement surpris. On a un arceau qui est très robuste, on a des coussinets qui sont très confortables. J'aime pas le design, tu vois. J'aime pas le design et je trouve un peu lourd. Mais ça, c'est une question de goût. Hein. Moi, je sais que... Le chat est assez unanime sur le fait que ça fait un peu sac à main, quoi. Enfin, tu vois, c'est... je trouve... En noir, je sais pas. En noir, je trouve assez joli. Après, il y a des couleurs, il est disponible en plusieurs coloris. Bon, quand on passe sur du vert, du rouge, Bon, pour moi, ça pique un peu plus, mais bon, j'ai plus l'habitude de couleurs sobres comme ça, et je trouve que ça, ma foi, ça me va très bien. Et fais pas cette tête, Yamato. Ah ouais, non, c'est quoi cette tête? Mais c'est le raisonnable qui m'a tué, quoi. C'est raisonnable. J'ai pas dit bon marché ou pas cher, j'ai dit raisonnable. Pour ce type de produit. Pour ce type de produit, raisonnable. Il faut savoir raison garder. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'à la base, le QC25, effectivement, de Bose, il fait déjà 300 balles. Et il est pas sans fil, donc oui, mais il fait 24 heures. Et il est plus léger.
Ah, la guerre des casques. La Non, guerre c'est des pas une guerre des casques. casques. En tout cas, voilà. Après, c'est compliqué de comparer un système sans fil avec un système filaire. Quoi. Non, mais évident. Mais du Y a coup, pas de voilà, on a un comparaison. nouveau challenger sur le marché. Mais en tout cas, ouais, vraiment Et- un très bon produit. Moi, je me suis bien amusé à l'essayer pendant une semaine et demie. Vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et ma foi, je vous le conseille. tout Et bien sûr, simplement. tu le fais gagner quelqu'un sur Twitter. Ouais, tu vois, ouais, JDR, ouais, Perso ouais. Twitter, follow avec plus le RT. hashtag le JDH. Et puis après, Monsieur Follow Parrot plus va venir RT. me voir, il va me réclamer 350 €, hein, tranquillement. Tu sais pas comment gagner du follower, Krakou. Merde, mitonne un peu. Après, tu le fais gagner à ton petit cousin. Bon, qu'est-ce que je. Putain, les Sur quoi je voulais terminer Ça, du c'est coup, Game Cult ou quoi? du ces coup, arnaques, du- là, c'est ça? Bien sûr. Ouais, je m'en Du coup, doutais, hein. Pentarou, est-ce que tu penses que maintenant que ce modèle est sorti, qui est un peu le Graal, moi c'est ce que j'aurais voulu chez Bose, Ouais. est-ce que Bose va s'aligner et sortir aussi un sans fil avec réduction de bruit? Ce qu'on attend tous. Bah, je pense qu'il faut qu'il le fasse, quoi. Après, le problème, c'est au niveau de la batterie. Parce qu'à un moment, Bose a mis des piles dans ses casques anti-réduction de bruit. Ouais. Ils ont fait une tentative en batterie qu'ils ont vite backdash pour revenir à la pile. Ouais, parce que la pile tient bien mieux. Parce que la et- pile tient bien mieux. Donc je me dis, faire un système sans fil avec des piles, par contre, là, la Tu vas en- autonomie tu vas en va se user casser un la gueule. paquet, Quoi. quoi. Ça va être de la Enfin, folie. Donc est-ce qu'ils vont Tu sacrifier sais ce qu'il faudrait? Il faudrait un système de piles avec des piles rechargeables que tu mets dans ton truc et que tu peux recharger directement par le casque. Oui, Ouais. si c'est mieux que la batterie. Ouais, mais ça enfin, inclut Comme ça, si jamais tu peux pas recharger tes piles, bah, tu peux mettre des piles que tu achètes dans le commerce. C'est vrai, c'est Et vrai. sinon, c'est tu le vrai, branches c'est chez toi vrai. sur ton micro USB, tu le charges, voilà, c'est Putain, mais fini. Yamato dépose Non, un mais, brevet le problème, vite. c'est que ça inclut de mettre un mini C'est le transfo principe dans de ton la casque. plupart des téléphones sans fil actuellement. Le problème, c'est que ça va alourdir le casque, tu vois. Pas forcément. Bah, Ah, il y en a beaucoup sur le chat qui disent arrêtez le sans fil. Mais le sans fil, moi je trouve que c'est quand même très confortable. Ça Ah, saoule il y a- d'avoir le il fil y a un côté dans les pratique, fringues ouais, et ouais. tout. Je sais pas, moi je suis assez fan du sans fil. Non, pas toi? Ah non, non. Pas le sans fil. Ah non, c'est clair que non. Ah bon? Ah non, moi il me faut un petit câble, ça me rassure. Je me sens Je chez te moi. rassure, oui, tu sais que t'auras pas de problème de batterie du coup. Bon, bah voilà l'émission qui touche à sa fin. Mais non, je suis T'as bête. sacrifié nos têtes. T'as vu Yamato un peu J'allais- comment il nous sacrifie Non, d'un coup, là j'allais sacrifier Pentarou qui. Bah T'as oui, pas de test mais il est super. Oh, putain, non. Encore une fois, on De a toute façon, Guopo, squeezé. il peut attendre. Du coup, il faut. Bah, le Guopo, je sais même pas s'il est arrivé, mais du coup, on va faire assez vite. Allez, Le métabon en Bouddha, quelques s'il vous minutes, plaît. on passe sur Il a Pentarou. évolué. On essaie de faire assez rapidement. Le Pokémon a Pentarou qui évolué. voulait nous parler de Nas. Et normalement, mon cher Sully, j'ai une photo de Nas assez parlante. pas le rappeur, hein, pour ceux qui dans- connaissent, hein. Voilà, merci Ah, Sully. il l'a fait, Sully, putain, j'en étais sûr. Sully qui me J'en comprend. étais sûr. Voilà, on est connecté avec Sully. Voilà. Donc Nas, très bel artiste. Ah Tu bah nous en oui, parles un ah petit bah peu, oui. Pentarou? De Nas Le rap new-yorkais, Ah côte bah, est, ouais. tout Ah, moi ça. je suis plutôt West Coast. Hein, je T'es suis plutôt West Coast. En fait, je suis Notorious Mais c'est vrai Big. que t'es un Ah, mais Californien, je suis toi. Notorious Big en fait pour la East Coast et je suis vraiment NWA pour la West Donc Coast. les grosses blagues. Donc les Nas, Pentarou, c'est ta En vie. fait, voilà, comme je vous j'avais parlé un peu de l'onduleur, un truc qu'on oublie et qu'on ignore trop souvent, et je voulais parler du NAS. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un NAS? En fait, c'est des disques durs qui sont en fait connectés sur le réseau et qui permettent de faire pas mal de choses. Voilà, merci. Et ça permet forcément de stocker et de sauvegarder ses données de son PC sur une baie de disque qui n'est pas physiquement dans le PC mais sur le réseau. Ça permet également de partager des fichiers sur plusieurs PC. Si vous avez plusieurs PC dans la maison et que vous voulez pas laisser votre PC tout le temps allumé pour partager vos fichiers, sachez que les NAS sont faits pour ça. Et c'est un FTP à la maison, quoi. Je caricature, c'est un très gros FTP à la maison. Ouais, sauf que tu as besoin de FTP pour partager les fichiers, mais oui, tu partages des fichiers à Et ton plusieurs. FTP, il peut directement télécharger du contenu piraté sur les internets dark. Voilà, et donc du coup ça permet pas mal de choses, ça permet aussi de faire un media center. Donc par exemple si tu mets toutes tes séries, tes films ou tes musiques dessus, par exemple les smart TV ou les Que consoles, tu as acheté légalement. voilà, que tu as acheté légalement, bien évidemment, peuvent Ah, récupérer en quand DLNA même. en fait directement le Il contenu. y a une offre légale fournie. Donc ça veut dire que par exemple si tu as des contenus, si tu as par exemple des tablettes ou des TV ou des shields par exemple qui récupèrent du contenu de DLNA, tu peux streamer tes séries directement depuis ton NAS sur ton PC ou sur ta tablette. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, comme disait Yamato, en plus maintenant par exemple le Synology te permet de backuper ce que tu as sur ton NAS dans le cloud automatiquement. Donc ça te fait un double sauvegarde, c'est-à-dire que tu as ton NAS qui sauvegarde tes fichiers et le NAS upload automatiquement et Ouais, synchronise là, dans le tu cloud. perds Ouais, jamais mais- tes données. Et là, tu perds jamais tes Juste données, quoi. un aparté, l'offre cloud du coup est payante ou elle est Non, en inclue, fait, ils ont des partenariats avec, par exemple, avec Ubique, avec OneDrive, avec Google Drive. Donc en fait, tu as juste à saisir tes identifiants, ça s'authentifie et ça te backup automatiquement. C'est pas des offres de sauvegarde dans le cloud made by les constructeurs en fait. Ouais, mais c'est des options de sauvegarde. Si tu balances le contenu de ton NAS dans le cloud, tu vas pas balancer 10-15 gigas Et pourquoi comme les pas offres de base. Tu vas balancer 100-150 gigas. Enfin, Bah ça dépend de ce que tu as en fait en stockage.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as pas à souscrire à une offre particulière en plus de ce que tu peux avoir. Oui, mais ce que je veux dire, tu vois, de c'est base. que l'offre particulière, justement, n'est pas inclus dans l'achat. D'accord. Après, tu as des partenariats, en fait, de temps en temps, tu as des OPSP, ou par exemple, si tu achètes un NAS Synology, bah, ils t'offrent X gigas sur OneDrive, ou sur Google Drive, ou sur Dropbox, tu vois. Donc, tu as des partenariats comme ça, mais continuellement, non. D'accord. Voilà, donc c'était juste pour passer le message, les gens. Si vous voulez stocker des fichiers chez vous, et ben à ce moment-là, achetez un NAS. C'est quand même beaucoup plus sécurisé. En plus, vous pouvez faire du RAID, donc vous pouvez avoir 2 disques. J'imagine qu'il y a 50 000 modèles, Ouais. qu'il y a en fonction de capacité, différents prix. Tu conseilles quoi justement à ceux qui nous regardent et qui voudraient mettre le nez là-dedans? Si vous voulez en fait streamer vos vidéos et vos TV, sur votre TV, à ce moment-là, il vaut mieux prendre un NAS avec un processeur un peu costaud qui puisse quand même assurer le streaming en continu. Là, par exemple, moi j'ai un vieux Synology DS215J. Et pour du 1080p, il est bon, et par contre en 4K, il backdash instant, quoi. Il est pas assez costaud. Ça se voit que t'es revenu du Stunfest. Bah oui, j'ai pu le voir. Il Non, mais backdash c'est chaud. instant. Ah oui, bah voilà. T'as pris le jargon de Ken voilà, Bogard. il a piffé. a piffé. Voilà, si vous voulez pas que. Le NAS, il a Il est backdash goldé, le NAS. instant. Il est goldé, il a backdash instant, il est pas goldé. goldé parce qu'il piffe un peu en 4K. Donc, alors, je te laisse ouais. terminer sur le modèle qu'il faut acheter. Voilà, donc en fait, le 216J, par exemple, Synology fait bien le taf. Mais voilà, globalement, pour 300-400 euros, vous avez une vraie solution. Alors, c'est pas les disques pas inclus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut acheter les disques durs à part. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes à plusieurs chez vous, à partager des fichiers, vouloir pas vous faire chier, à laisser le PC allumé pour balancer des vidéos sur votre télé, et ben voilà, le NAS est fait pour ça. Et en plus, il y a le backup dans le cloud en plus. Donc ça fait une double sécurité. Et ça coûte combien? 300-400 euros en général, les petits NAS qui commencent à faire le boulot. 300-400 Hors euros. disque dur, hein, bien sûr. Hein. Et après, tu rajoutes les disques durs. Donc, tu peux bah oui, les disques durs en ce moment, c'est vraiment pas cher. Les disques durs, c'est vraiment pas Ah non, cher. ça coûte que Donc, dalle. en gros, tu peux t'en sortir pour 500 balles. Ouais, pour 500-600 balles, t'as Ouais. un beau Ça stockage va. sur le réseau Ouais. qui fait bien le taf. T'as un truc Et en plus, quasiment il y a des pro. applications- Et après, par contre, il faut avoir quand même des connaissances pour utiliser ça. Pas forcément, non, un peu vraiment, c'est réseau. super simple. Ah non, non, vraiment, Pour tu toi, le branches. Pentaro, mais t'es pas Non, mieux mais sur tout le vraiment, monde. tu branches le NAS, t'as une interface web et tu pilotes tout via l'interface web. Quoi. C'est vraiment super simple. Moi j'ai une Donc, super interface web pour regarder mes films, ça s'appelle Netflix. et au cas où il est pas, il y a un autre qui s'appelle Popcorn Time, c'est très bien comme et en interface plus, web. pour finir, il y a des applications sur Ça marche en smartphone France, pour ça, piloter le Popcorn NAS. Ah. En plus, tu vois, tu peux de ton smartphone, tu peux lire tes contenus ou alors paramétrer tes trucs, voir tes fichiers, etc. Donc c'est D'accord. vraiment maintenant user-friendly. Donc voilà, pour 500 balles un NAS, c'est plutôt raisonnable. 500 balles, disque dur compris. Ouais. Hein. Donc, c'est plutôt correct. Ouais, la team RSA Mais- pleure. là. non, C'est mais- un Tommy Smith, bordel. 500 balles un NAS, on parle d'un NAS quoi, c'est pas une carte micro SD. C'est toi le NAS. C'est un- Bon, espèce de gros NAS, va. Espèce de gros NAS, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Météo en tout cas de Voilà. nous parler On vient de de technologie faire un une petit peu. Tokido en fait, tu vois. Là, Imato vient de faire une Tokido. Là, c'est les spécialistes du Stunfest apprécieront la référence. Bon, bah voilà, on a quand même pas parlé de pas mal de trucs dans cette émission et du coup de produits un peu différents avec Pentaro et ce NAS. On se retrouve. Est-ce que tout le monde est là la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a des voyages de presse? Est-ce qu'il y a je des ne trucs, sais toi, tu t'en pas, vas je ne bientôt, sais non? pas. Encore. Non, normalement je dois rester là. Enfin, ou à moins, c'est des informations que j'ai pas. Je suis désolé, je t'ai spoilé la mauvaise nouvelle. Si, Cracou. tu pars à Melun 4 jours, ça va être super. Ah, gros voyage. Hein. Bon, comme d'habitude, je remercie tout le monde, le chat qui s'est à peu près bien tenu. Il y a un mec, enfin voilà, j'ai distribué 2-3 Théo, mais c'était plutôt clean. C'est bien ça. Je pense que les gens commencent à se lasser. Il y a Mato, Il va falloir trouver autre Mato chose. d'être venu malgré le stun. Voilà, Krakou d'être venu malgré la maladie. On sait Non, que voilà, il est très très atteint. Pentaro aussi qui était au Stunfest, qui a quasiment pas dormi et qui était là. Et bien sûr la technique avec Théo et Sully. Qui ont plutôt bien assuré. Je dis qu'il Et, va faire et voler voilà, on TriCaster. vous laisse avec le vent du Nord parce qu'il me semble que Monsieur Karaté devait être là et que comme il était au Stunfest et qu'il a fait des folies de son corps, soit il est sur une aire d'autoroute en train de chercher de l'essence, Ah ouais, je pense que c'est soit il plus va la arriver cause avec 3 heures probable. de retard. En gros, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais s'il arrive, il prendra le stream. Mais à mon avis, il est en PLS. Ils étaient à 12 dans la R21 des joueurs de King of Fighter pour rentrer. C'est Ah la ouais, R21 de Renault là. à le 12 dans vieux la voiture break. du blédard. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Avec les barres de soutien au-dessus. On sait pas trop ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'il va arriver, mais voilà, c'est un Oh, peu. tu vas mettre Nick Trunks. Ah, attends, Nick Trunks de dernière seconde. Et hop là. Ah. C'est Fake Creator en plus, c'est celui qui est sub à tout ce qui existe. Très journal du riche compatible. Voilà, on fait un gros bisou, on a assez débordé. Et si le gros arrive, c'est cool. S'il est pas là, tant pis. Et en tout cas, il y aura GE2 dans la matinale demain avec du Overwatch. Il y a Overwatch qui J'ai sort. sécurisé la clé pour cet homme.
dit-il. Et du coup, voilà, j'ai chopé une clé pour GE2. Il y aura du Overwatch demain. Ciao tout le monde, des bisous. À la Salut. semaine prochaine. Salut.